Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Hebdo Chauffe, votre émission de décryptage de l'actualité et de débat également. Nous sommes à notre 15e numéro. J'ai le plaisir ce soir d'être en compagnie de Nassima Abdelrahman. Bonsoir Nassima. Bonsoir à toutes et tous. Samir Haïdi est également avec nous. Salut Samy. Salut et bonsoir à l'ensemble de téléspectateurs. Il y a également en face de vous Faisal Metaoui. Faisal, bonsoir. Bonsoir Nouhed, bonsoir nos amis téléspectateurs. Mahdi Reza, notre éditorialiste, est également avec nous. Bonsoir Mahdi. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis il y a également Fouad Chergui. Salut Fouad. Bonsoir. Alors mesdames et messieurs, avant toute chose et avant de donner le sommaire de cette émission, je tiens avec l'ensemble de la rédaction d'Al24 News ainsi que de l'équipe d'Hebdo Show à présenter nos sincères condoléances à la famille du défunt, la légende du football mondial, Rachid Makhloufi, ancien joueur de la glorieuse équipe du Front de Libération Nationale qui nous a quittés hier à l'âge de 88 ans des suites d'une longue maladie. Alors Rachid Makhloufi est un symbole de lutte pour l'indépendance. Pour reprendre les mots exacts du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, nous rendons donc ce soir hommage à ce grand homme qui a marqué l'histoire du football, non seulement par son talent exceptionnel, mais aussi par ses choix courageux. Cette émission lui est dédiée. Au sommaire ce soir, donc les allégations haineuses et mensongères de Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger, concernant le prétendu blocage des relations commerciales entre l'Algérie et la France, des propos formellement démentis par le Premier ministère algérien. Le Maroc poursuit sa politique de désinformation et de propagande. Nous reviendrons sur le discours du roi marocain Mohamed VI commémorant l'invasion du Sahara occidental en novembre 1975. Et puis nous irons aux États-Unis pour parler de l'élection présidentielle. Donald Trump fait son comeback à la Maison-Blanche, une victoire de l'antisystème dans une Amérique profondément fracturée. Christophe Fro, rédacteur en chef du Grand Forum sur France Maghreb, sera notre invité pour ce débat. Et puis nous terminerons avec le Salon international du livre d'Alger qui revient pour sa 27e édition, au grand bonheur des amoureux de littérature. Et cette année, c'est le Qatar qui est invité d'honneur. Et tout d'abord, mesdames et messieurs, on revient donc sur ces rumeurs insistantes qui ont circulé ces derniers jours et qui ont été lancées par Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger, des rumeurs concernant un éventuel blocage des relations commerciales entre l'Algérie et la France. Mahdi, les services du Premier ministère ont réagi cette semaine et ont formellement démenti cette information. Écoutez, quel retour de bâton légendaire avec ce communiqué lapidaire du Premier ministre en disant que ce qu'avait énoncé Xavier Driancourt était complètement erroné et complètement hors de propos. Donc une fake news comme il a l'habitude d'en faire très souvent. On va rentrer dans le vif du sujet, il est 21h03. On est le samedi 9 novembre, on va se dire les choses. Un serpent à lunettes, 2 fois ambassadeur de France en Algérie, qui crache en permanence son venin, c'est pour ça que j'emploie le terme de serpent à lunettes, qui crache en permanence son venin sur l'Algérie. Une personne qui a même été rejetée du Quai d'Orsay, donc de son employeur directement, qui se sont désolidarisés de ses propos à maintes reprises en affirmant par un communiqué que ces mots n'engageaient que sa personne et en rien la France, une personne qui est revancharde de l'Afrique autrefois, de l'Algérie autrefois française, qui est une personne qui aime qui est très proche des partis d'extrême droite. Donc le communiqué du Premier ministre, M. Nadir El-Arbaoui, qui a dit clairement que ce qu'il avait mis sur son tweet était une aberration et un mensonge de plus pour décrédibiliser l'Algérie. Il n'y arrivera pas, il n'y est jamais arrivé, il n'y arrivera pas. Il ne faut pas oublier qu'il y a une personne, cette personne qui jette son venin continuellement sur l'Algérie et poursuivi en justice pour des faits de corruption avec des anciens membres de la Issaba et une vente d'une maison qui appartenait à la France qu'il a vendue à un prix en dessous du marché pour tromper le trésor public. Donc, encore une fois, n'écoutez pas ce que dit cette personne. Elle n'engage qu'elle-même, elle n'engage pas la voix de la France ni la voix du Quai d'Orsay, elle n'engage qu'elle-même.
Alors Xavier Driancourt, c'est une récidive de Xavier Il est Driancourt. multirécidiviste, oui. On sait qu'il a l'habitude vraiment de s'attaquer à l'Algérie et dans des médias pro-Marzane notamment. Oui, absolument, et même dans les médias français. D'ailleurs, on l'a invité lors de l'élection présidentielle en Algérie le 7 septembre, comme s'il était un spécialiste de l'Algérie, un analyste, alors qu'il disait n'importe quoi. Je rejoins ce que dit Mehdi. Souvent, d'ailleurs, les services du Premier ministère ont parlé de folie anti-algérienne de cet ancien ambassadeur. Et d'ailleurs, c'est rare dans le monde de trouver un ambassadeur qui a été en poste dans un pays. Deux fois pendant pratiquement 8 ans, et qui, quand il quitte le poste, il commence à dévoiler ce que les gens lui ont dit, les rencontres qui sont supposées être informelles. Il a publié un livre, je rappelle, Nouhed, où il a cité énormément des personnes qui lui ont dit des choses. Dans les pratiques diplomatiques, dans les conventions de Vienne qui évoquent cette pratique, cela est inacceptable. Et c'est même, j'allais dire, un traumatisme pour la diplomatie française. C'est pour ça qu'il a été éjecté du Quai d'Orsay, parce qu'il y a un groupe au sein du Quai d'Orsay, ce que je sais, c'est qu'il a informé le président Macron lui disant que Driancourt est en train de faire du mal aux relations algéro-françaises. Je pense que c'est ça son objectif, appuyé évidemment par l'extrême droite, parce que vous aurez vu dans son post publié sur X, réseau X, pour remercier la France, l'Algérie bloque les importations. L'Algérie doit remercier la France pourquoi? Pour quelle chose? Qu'est-ce que la France nous a donné pour la remercier? La France a colonisé l'Algérie pendant 132 ans, et à ce jour on continue d'évoquer les crimes coloniaux, crimes bien sûr que Driancourt lui-même dans ses interventions nie, parce que pour lui il n'y a pas de génocide. D'ailleurs il a répondu d'une manière maladroite et inélégante aux déclarations du président Abdelmajid Tebboune sur l'existence d'un génocide français en Algérie. Donc c'est effectivement la mise au point apportée par les autorités algériennes à ce mensonge est bien placée, parce que ça rappelle que cet homme, dans sa haine anti-algérienne, est en train de dire n'importe quoi, et c'est pour ça que sa crédibilité est franchement mise en jeu après ces déclarations. L'Algérie ne laissera plus, excuse-moi Nouhed, l'Algérie ne laissera plus ces sinistres personnages jeter des fake news à longueur de journée. Ouais. Le communiqué lapidaire du Premier ministère est un communiqué où tout est expliqué et tout est explicite. D'accord ? Ouais. On en a marre que des porte-paroles, et moi je dis plus des porte-flingues de l'extrême droite française, puissent se prévaloir d'annonces aussi mensongères que celle-ci. Donc le communiqué du Premier ministre a été simple, très clair, rapide et clair. C'est une fake news, c'est un mensonge éhonté qui a été fait exprès pour décrédibiliser les relations algéro-françaises. Rien de plus. Ce monsieur n'est plus ambassadeur. Je pense très sincèrement qu'il n'arrive pas à faire le déni de sa carrière. Je pense qu'il vit très mal sa retraite, il vit très mal sa mise au placard, et c'est très dommageable pour le Quai d'Orsay, qui s'en est lavé les mains officiellement sur un communiqué du Quai d'Orsay, officiellement, qui a bien stipulé que sa parole n'engageait que lui-même, alors que généralement les ambassadeurs ont un droit de réserve. Ce qu'il a bafoué complètement. Absolument. Ce qu'il a bafoué complètement. Donc, ne donnons pas plus de crédit à ce personnage qu'il en a déjà eu. Fouad, on rappelle aussi que Xavier Driancourt avait des aspirations politiques. Hein. Oui, il voulait, avec l'extrême droite. Exactement, avec l'extrême droite, avec le RN et Jordan Bardella. Je pense qu'il est aussi important pour nos téléspectateurs de rappeler la différence qu'il y a entre les relations économiques et les traités d'amitié. On a un parfait exemple avec l'Espagne. L'Algérie n'a jamais rompu ses relations professionnelles business avec l'Espagne. Comme aujourd'hui, officiellement, l'Algérie n'a pas rompu ses relations avec la France. Et on peut interroger le CREA qui a des relations avec le MEDEF, où les choses se passent relativement bien. Ça, c'est la première chose qu'il faut rappeler. Et les gens souvent font la confusion entre le traité d'amitié. Ceci étant, c'est important de dire que pour un chef d'entreprise algérien qui est solidaire de la cause sahraoui, qu'il ait pris l'initiative de changer de fournisseur entre un fournisseur espagnol contre un fournisseur italien parce qu'il se sent solidaire de la cause sahraoui. Et il va se produire probablement, mais ce sont des initiatives personnelles de chefs d'entreprise qui, après les déclarations de la France au Maroc, se sont attaqués très clairement et choisi demain de changer de fournisseur et de travailler avec d'autres professionnels de la communauté européenne.
que les choses soient très claires. L'APS, d'accord, qui est l'agence presse, c'est pas l'association des banques algériennes, puisque je rappelle que la rumeur était, on avait brandi un document qui avait été publié par l'ABEF. Un faux document. C'est pas officiel, c'est pas un Alors, document oui, officiel. mais C'est il un n'empêche faux que document. l'APS avait réagi tout de suite derrière en disant que l'ABEF, l'association des banques, une association à but lucratif, dont fait partie la BNP et dont fait partie la Société Générale, ne représente pas le gouvernement algérien. Et le gouvernement algérien, encore une fois, n'a jamais rompu ses relations avec l'Espagne. Elle a rompu son traité d'amitié, ce qui est totalement différent. C'est très important de le préciser. Très bien. Nassima, finalement, la question qu'on pourrait se poser, c'est pour qui court Driancourt? Finalement, Clairement. je crois que c'est des propos de ce genre et des déclarations émanant des personnes très proches de l'extrême droite. Elles n'ont qu'un seul sens, c'est qu'ils n'arrivent pas encore à faire le deuil sur la perte de l'Algérie. La perte de l'Algérie, la perte de son poste aussi. Tout à fait. Surtout. Je pense surtout sur la perte de son poste. De son poste, peut-être aussi de la perte de l'Algérie, parce que cela, il tenait très fort à ce pays qui leur a tout offert à l'époque. Et continuer à jeter, comme il l'a si bien qualifié Mehdi, leur venin sur ce pays-là, parce qu'ils n'admettent pas aujourd'hui que l'Algérie se lance dans un développement, et c'est un pays qui est en marche. Mais À qui excusez-moi. profite le crime? À qui profite À le crime? qui Exactement, c'est la profite le question que j'ai crime? posée. Pourquoi, Pour qui court exactement, Xavier À Driancourt? qui profite le crime? Pourquoi Xavier Driancourt a une telle haine envers l'Algérie? Pourquoi c'est lui à chaque fois qui te parle des accords de 68, qui te parle de l'immigration, qui te parle des accords de libre-échange entre l'Algérie et la France, qui te parle de l'histoire, qui te parle il était à deux doigts à un moment de parler de la bonté du colonialisme. Il allait enjoliver le colonialisme comme si c'était quelque chose qui avait été quelque chose de formidable pour l'Algérie. Non, ça n'a pas été quelque chose de formidable pour l'Algérie, Tout à fait. bien au contraire. Ça a été un désastre pour l'Algérie. C'est un Et colonialisme. cette personne, il faut le savoir, a des ambitions politiques claires qui sont affiliées directement, pas indirectement, directement avec l'ancienne organisation de l'OAS, où il y a encore des membres de l'OAS actifs dans les réseaux de l'extrême droite, et avec l'extrême droite, avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Terroristes et fascistes, on le rappelle. Donc, il faut le dire, c'est une personne qui te met en avant la personne de Marine Le Pen, qui te met en avant la personne de Jordan Bardella, qui te met en avant le travail de Éric Zemmour, qui te met en avant le travail de Sarah Knafo. Tu veux entendre quoi de sa bouche? Tu ne vas pas entendre des compliments. Automatiquement, il va faire un travail de dénigrement, sauf que cette fois-ci, heureusement, le Premier ministre a réagi de façon immédiate. Il a été pris la main dans le sac de son mensonge, où il a mis sur son réseau X un faux document qui a été repris de volée. Il est mis à nu. Donc, félicitations à notre service de communication du Premier ministère qui a repris immédiatement de volée un mensonge. Très bien. Et il a Donc des c'est un travail de incohérences aussi. dénigrement, justement, Samy, j'en viens à vous donner la parole. Oui. Un travail de dénigrement et finalement c'est une opération de désinformation pour attaquer l'Algérie Complète. et déstabiliser toute la région. Clairement, et il faut rappeler aussi que ce triste monsieur a des accointances particulières avec le régime tyrannique marocain. Et ces temps-ci, on le voit très régulièrement sur plusieurs plateformes de médias marocains, en train de faire l'apologie de ce régime tyrannique et de la colonisation du Sahara occidental. Je voulais dire, pour compléter ce que dit Mehdi, c'est que Driancourt, quand il était ambassadeur d'Algérie, un des dossiers il a tout fait pour les bloquer, et je pense qu'il a eu une main lourde sur ce dossier, le dossier des archives. Parce que vous savez que l'Algérie, depuis 60 ans, réclame toujours des archives. Beaucoup d'archives ont été pillées lors des opérations d'occupation. Et lui, avec ses liens, parce qu'il a des relais au sein du Quai d'Orsay, il a tout fait pour bloquer cette archive sous prétexte que c'est des archives de souveraineté, comme il le dit, parce que parmi les archives que l'Algérie réclame, c'est notamment les plans des bombes ou des explosions atomiques dans le sud algérien. Je voulais ajouter un point, Mehdi, c'est que dans son livre, parce que j'ai eu le déplaisir, j'allais dire, de lire son livre,
il déverse de la haine contre la société algérienne. C'est même pas sur les autorités algériennes ou l'Algérie. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a servi son pays en rencontrant cette On peut société parler de pendant racisme 8 ans. décomplexé, Faisal Matawi. Pardon? On peut parler de racisme décomplexé. C'est un racisme, oui, c'est un racisme. Oui, Xavier Driancourt, C'est le colon avec le colonisé. Ouais, Il se prend encore à l'ère du colon. Du colon. Pour lui, dominant, ouais. moi, Ouais. je le ressens dans ses écrits et je le ressens dans sa façon de parler de l'Algérie. Peut-être qu'il a été, je sais pas moi, traumatisé par son départ d'Algérie. À mon sens, il n'arrive pas à oublier l'Algérie. Moi, je pense qu'il a vraiment du mal à oublier moi, le je pays. vais le dire très clairement. Cette personne fait du mal à la diplomatie française. Et pour une fois, nous allons se faire l'avocat du diable, où je vais défendre le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, c'est totalement distingué et désolidarisé de son ex-ambassadeur, 2 fois ambassadeur. Donc, c'est très important de savoir très que rare, ton hein. c'est très rare, c'est très important de savoir que ton ancien patron est contre à tout ce que vous 100% ce que tu dis, ce que tu écris, et qu'il désengage la responsabilité du Quai d'Orsay immédiatement. Et c'est une humiliation pour un ambassadeur, parce qu'un ambassadeur est le représentant du président de la République Exactement. dans le pays accueillant. Parce qu'il a mis- c'est une humiliation pour lui. Parce Faisal, qu'il a, je vous laisse parce qu'il finir a votre mis, idée. il a mis en jeu, il a mis en danger les intérêts supérieurs de la France, les intérêts économiques, diplomatiques et social. et sociaux. Et on a l'impression qu'il effectivement il est en train de servir un groupe Exactement. qui se sont Contre la diplomatie française. contre la diplomatie Finalement, française. il Et contre des va- intérêts- Il fait plus de mal, moi je vais vous le dire, excuse-moi Nassima, Oui. il fait plus de mal À la France. à la France, À son à l'Algérie, pays, à son pays, bien sûr. parce que nous savons qui il est, nous savons pour qui il roule. Bien sûr. Mais il fait plus de mal À son pays. au Quai d'Orsay et à la diplomatie Tout à fait. française et aux pays qui le payent que nous. Et les réactions du Dont MEDEF, acte. les réactions Ce du sera la MEDEF, dernière intervention sur ce sujet. Après, on passe à autre chose. Allez-y. Donc je dis que de toute façon, ça va remonter, puisque le MEDEF, qui a de très bonnes relations avec le CREA, dont le président est Kamel Moula, vont réagir sans aucun doute. Sans aucun doute, ils vont réagir. Très bien. Alors, sujet clos, au sujet de Xavier Driancourt. Je voudrais à présent qu'on revienne sur le discours du roi marocain Mohamed VI. C'était donc à l'occasion de la commémoration de l'invasion du Sahara occidental en novembre 1975. Il en a profité pour appeler les Nations Unies à, je cite, assumer leurs responsabilités, à clarifier la grande différence entre le monde réel et le monde légal que le Maroc représente dans son Sahara et entre un monde pétrifié, éloigné de la réalité et de ses évolutions. Mahdi, c'est une phrase très révélatrice. Écoutez, le monde entier sait que l'Algérie, la grande Algérie, est une force de paix et son histoire témoigne. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique et il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine de jours, le 1er novembre, notre président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, a fait un discours où les choses ont été claires. Je cite: la doctrine de l'ANP, digne héritière de l'armée de libération nationale, l'ALN, est défensive. Et son armement et son engagement est destiné exclusivement à la défense de l'Algérie et à la protection de sa souveraineté nationale, en sus de la contribution et à l'instauration de la sécurité et de la paix internationale conformément aux engagements internationaux et régionaux de notre pays, dans le respect du droit international et dans le cadre, écoutez bien, de nos principes et de nos règles constitutionnelles. Cela veut dire explicitement, fin de citation de Monsieur le Président de la République, cela veut dire très clairement, nous avons une armée imposante, soit, une armée forte, soit, mais une armée pour défendre la souveraineté de notre pays. Il n'est pas agressif. Nous n'avons pas une armée de va-t-en-guerre. Oui. Nous n'avons aucune ambition d'avoir une armée qui va dans des conflits mondiaux. Nous avons une armée forte et puissante pour protéger la grande Algérie, le plus grand pays d'Afrique. Voilà pourquoi nous avons une armée forte et puissante. Point à la ligne. L'Algérie respecte la souveraineté de tous les États dans le monde et elle continuera selon les principes de l'Organisation des Nations Unies. Et elle respectera les règles des Nations Unies. Point à la ligne. C'est une démonstration pour le mois, et je vous l'ai dit la semaine dernière, ce n'est pas une démonstration de force, c'est une démonstration, la parade militaire n'est pas une démonstration de force, la parade militaire est une démonstration de souveraineté. Et de fierté. De souveraineté. Nous avons montré au monde entier que l'Algérie est un pays souverain.
Point à la ligne. Bien sûr, parce que l'armée nationale populaire, Mehdi, elle est la digne héritière de l'armée de libération nationale, cette armée qui a lutté contre la colonisation française. Effectivement, Mehdi a raison de souligner ça, parce que j'ai personnellement lu beaucoup de commentaires et vu des débats dans plusieurs médias à l'étranger, comme quoi l'Algérie étale sa force, pourquoi elle le fait en ce moment, comme si l'Algérie devait demander l'autorisation de l'Union européenne ou des États-Unis ou d'autres États pour faire des défilés, des parades militaires qui existent dans tous les pays. Effectivement, la doctrine de l'État algérien, la doctrine de base de l'État algérien est de ne jamais s'interférer et s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays et de jamais menacer, de jamais d'être dans l'agression. L'armée algérienne n'a jamais été dans des actes d'agression extérieure. Et vous avez évoqué le discours, cette fois-ci agressif, du roi du Maroc contre l'Algérie. Bon, il n'a pas cité l'Algérie, mais il a toujours fait des insinuations. Ce qui est curieux dans ce discours, qui a été prononcé au lendemain de l'annonce de l'élection du président Donald Trump aux États-Unis, qui revient donc pour un autre mandat présidentiel, c'est qu'on a l'impression que le roi du Maroc bombe le torse contre ses voisins. Le Maroc a eu toujours des relations tendues avec ses voisins. Ce n'est pas l'Algérie, c'est l'Espagne. Ce n'est pas l'Espagne, c'est d'autres pays. Et ce qui est curieux dans ce discours, c'est qu'on parle... selon le roi du Maroc et selon le Merzen, c'est que l'Algérie est en train d'instrumentaliser, entre guillemets, l'affaire du Sahara occidental pour avoir un accès à l'Atlantique. On a réduit ça, on a réduit tous les principes évoqués par Mehdi et les règles, les valeurs de l'Algérie, donc qui vient après des années de combat contre la colonisation, à ça. L'Algérie n'est pas demandeur de ça, l'Algérie respecte le droit international en matière de paix. L'Algérie est une force de paix. Dans le monde entier, elle essaye toujours, par rapport au peuple opprimé, d'être une force de paix. Absolument. Elle n'engage jamais le combat militaire. L'Algérie qui défend les causes justes. Ça n'a jamais été fait. Ça ne l'a jamais intéressé. Par rapport à son passé, Faisal, Oui. parce que l'Algérie a été un pays qui a été oppressé. Qui a subi la colonisation. D'où justement cette force et cette ambition de toujours être là pour respecter les règles de souveraineté de chaque État membre de l'Organisation des Nations Unies. Mais attention, l'armée, la démonstration qui a été faite le 1er novembre est une démonstration de souveraineté, pas de force. Les démonstrations de force, c'est si la Corée du Nord qui met des grands missiles sur... Ça, c'est une démonstration de force. Ouais. Nous ne voulons pas ça. Nous avons une ambition de souveraineté, une souveraineté toute seule. Faisal, terminé. Pardon, je reviendrai Je terminerai ce que dit Mehdi. L'Algérie est un État un acte de souveraineté, mais c'est un État exportateur de paix et de stabilité. C'est pour ça qu'il est sollicité par plusieurs partenaires, y compris les États-Unis. La question du Sahara occidental est une question du droit international. C'est une question qui est posée au niveau de la commission 4 de l'ONU, de la décolonisation. C'est le droit international qui le dit, c'est pas l'Algérie. L'Algérie n'est pas une partie prenante, parce que le Maroc tend à dire qu'on règle le problème du Sahara occidental en négociant avec l'Algérie. L'Algérie ne négocie pas le droit du peuple sahraoui d'avoir l'autodétermination pour avoir sa liberté. Et d'une fierté pour le peuple algérien. Vous avez vu tous ces Algériens qui se sont déplacés pour ce défilé. C'est tout à fait, légitime. Les Algériens qui ont renoué avec les défilés militaires. On a vu ça dans les réseaux ça fait sociaux, longtemps mais qu'on pour n'a ceux pas qui vu avaient ça. l'occasion d'être à Alger, de se déplacer et de voir ce défilé, voilà, c'est une fierté. Et pour ça, bien on a... organisé. Exactement, c'était très bien organisé. L'organisation, franchement, l'organisation est... J'en reviens, je me tourne vers vous. Je me tourne vers vous, Samir Haïdi. Il y a aussi, en plus de ce discours du roi du Maroc, il y a les propos du ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, c'est des propos menaçants qu'il a tenus. Il appelle carrément à la guerre. Est-ce que le Maroc aujourd'hui est une menace pour la stabilité régionale? Écoutez, comme vous l'avez bien cité, c'est des propos éminemment belliqueux. Une nouvelle provocation qui intervient 3 jours après celle du roi du Maroc, Mohamed VI, et des propos qui sont profondément... qui représente une parfaite escalade, une nouvelle fuite en avant d'un régime tyrannique. Il faut rappeler les faits. En fait, devant des parlementaires, Nasser Bourita, qui est le ministre des Affaires étrangères, a fait savoir qu'il y avait des indications attestant de la volonté de notre pays d'attaquer le Maroc et l'ensemble de la région. C'est des propos totalement lamentables et qui, par ailleurs, sont, profondément... méprisant de la réalité. L'Algérie, comme l'a cité Faisal, est un pays qui est
exportateur de paix dans la région. C'est un pays qui est là pour faire des médiations loin de toute forme d'ingérence étrangère. Et on ne peut pas en dire autant du Maroc, qui est une monarchie expansionniste, qui dans sa constitution indique comme projet, comme objectif les frontières, le retour aux frontières réelles, je cite. Et ce qui est assez choquant, c'est qu'effectivement le royaume du Maroc se lance dans une nouvelle escalade qui risque de déstabiliser l'ensemble de la région. Et quand je parle de région, on parle en l'occurrence de la Méditerranée occidentale, du Sahel, mais également de l'Afrique du Nord. Très bien, on poursuit notre débat dans quelques instants. Vous regardez Hebdo Show, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. On continue notre débat toujours sur le Maroc. Samy, je reviens vers vous. Le Maroc, une menace pour la stabilité de la région. Oui, tout à fait. D'ailleurs, juste avant la pub, on parlait du régime marocain et du Maroc, qui est un pays expansionniste par excellence. Il faut dire que ce qui est encore plus choquant, c'est que ces dernières années, et plus particulièrement depuis 2021, le Maroc multiplie les provocations à l'encontre de l'Algérie et de l'ensemble de la région. Le régime marocain a tué de nombreux ressortissants mauritaniens, algériens, sahraouis au Sahara occidental. Il multiplie aussi son alliance coloniale avec les génocidaires de l'entité sioniste. D'ailleurs, vous savez, il y a un journaliste palestinien, Nizam El-Mahdawi, qui réside aux États-Unis et qui avait titré dans un papier propre à lui que le royaume du Maroc s'offre à l'entité sioniste en offrant du ravitaillement, de l'armement à des navires de guerre de cette entité, alors même que l'Espagne refuse. Oui, que l'Espagne refuse justement que ces navires s'arrêtent à leur niveau. D'aller jusqu'à là. Par rapport aux propos ici qui sont extrêmement choquants de Nasser Bourita, il faut rappeler qu'il n'a rien. Comment dirais-je, elles sont tout d'abord des propos qui vont à l'encontre finalement de toute éthique, de tout principe diplomatique, mais ça choque qui finalement quand on sait que Nasser Bourita est un parachuté, il n'a jamais eu de formation de diplomate, il n'a jamais suivi un cursus, ce n'est pas un diplomate de formation, mais un copain de Mohamed VI qui, en l'occurrence, multiplie aussi tout ce qu'il y a de plus choquant sur sur la scène internationale. Pardon. Très bien. Nassima, le Maroc qui est un État en crise. On n'arrive pas à admettre que ce grand pays qui est l'Algérie, il est incontournable. Et l'Algérie reste quand même le leadership de toutes les paix dans le monde et des opprimés. Et le Maroc aujourd'hui, effectivement, tout le monde sait, rien n'est caché, que la précarité elle a atteint le summum, le chômage, la crise, la pauvreté, tout ce que vous voulez. C'est un pays essoufflé économiquement. Il est au bord de la faillite, si ce n'est pas la faillite elle-même. Et que toute cette masse d'argent, ces richesses, elles sont centrées au niveau du royaume. Et que la population, elle est loin de jouir de tous ces biens. C'est tout à fait évident qu'ils jetteraient leur venin sur le pays voisin qui est l'Algérie. Il faut rappeler aussi, pardon Faisal, avant de revenir vers vous, il faut rappeler aussi que toutes les semaines, il y a de nombreuses manifestations dans les rues de Rabat, mais pas que, dans plusieurs villes du royaume, et que des dizaines de milliers de jeunes ont également fui le royaume. Oui, parce que Nasser Bourita, qui n'a jamais eu des mots tendres à l'égard de l'Algérie, et là je rejoins ce que dit Samy, fait fonctionner une ancienne théorie dans les relations internationales, c'est la théorie de l'ennemi extérieur. Et quand cette théorie est actionnée, ça veut dire qu'il y a des problèmes internes. Quand il y a des problèmes internes, et Nassim a bien d'en parler, oui, il y a un problème endémique de chômage. Plusieurs fois, des diplômés
Marocains ont manifesté dans la rue, il y a des problèmes dans l'enseignement. C'est la presse marocaine qui le dit, c'est même pas la presse algérienne. Il y a donc beaucoup de difficultés sociales et économiques, et que mieux que de projeter les regards vers l'extérieur, vers l'Algérie, le grand voisin, à chaque fois attaqué, à chaque fois ciblé, alors que l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques pour des raisons bien claires, parce qu'à ce jour, le scandale Pegasus, l'espionnage des dirigeants européens et algériens par le Maroc en utilisant un logiciel israélien n'a jamais été éludé. À ce jour, on n'a pas, il y a des affaires en justice qui n'ont pas donné lieu. Et je pense que Rabat pense s'appuyer sur Israël, avec qui il a normalisé ces relations. Il y a un ministre de l'entité sioniste venu au Maroc menacer l'Algérie, rappelez-vous, c'est l'une des raisons de la rupture des relations diplomatiques. Et donc pour faire oublier les problèmes internes, parce qu'il faut noter que depuis le séisme qui a frappé le Maroc, qui a malheureusement tué plusieurs victimes, provoqué beaucoup de victimes, à ce jour, il y a beaucoup de maisons qui n'ont pas été reconstruites, notamment dans le Grand Atlas, où il y a une pauvreté extrême, une pauvreté montrée dans des reportages, dans le cinéma, etc. Et donc, pour ne pas parler de tout ça, on parle de l'Algérie et à chaque fois, on détourne l'attention. Si le roi du Maroc est aveugle, le peuple est très voyant. Il n'est pas aveugle, en tout cas, son état de santé n'est pas bon. Voilà, tout à fait. Le peuple, Nouad, le peuple voit ce qui se passe en Palestine. Et le peuple marocain, il ne faut pas oublier une chose. Depuis 400 jours qu'on bombarde le peuple palestinien, on le voit de plus en plus dans les réseaux sociaux. Les Marocains ne sont pas d'accord avec cette politique du roi du Maroc. Et je rejoins mon collègue Mehdi quand il dit que c'est un trompe-l'œil. Évidemment que c'est un trompe-l'œil. Plus on va attirer l'attention sur l'Algérie, moins on se concentre sur ce que le peuple réclame depuis le début. Et je vais finir là-dessus, même la venue d'Emmanuel Macron a été dénoncée par la rue marocaine. Il a dit au sein du Parlement, lorsqu'il a qualifié les résistants palestiniens de terroristes. Tout à fait. Il y a une chose qui est certaine, laissons la diplomatie aux diplomates. Bourita n'a jamais été un diplomate, n'a jamais été ambassadeur. Ça a été une personne qui a été parachutée pour occuper des postes à responsabilité. Si le monde doit avancer, si le monde doit s'améliorer, il faut laisser les diplomates faire de la diplomatie. C'est aussi simple que ça. Laissons les diplomates faire de la diplomatie et ne ramenons pas des parachutés. Nous avons, nous, un ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, qui est un diplomate avec une longue carrière. Nous avons des personnes qui sont à l'ONU, qui sont des diplomates de longue carrière. Nous laissons la diplomatie à ceux qui ont appris à la faire. Oui, c'est vrai que c'est toute une formation, c'est tout un métier. C'est une formation et c'est un discours. Il y a des règles, il y a le respect de l'autre, le respect des... On sait comment parler à l'autre. Et c'est comme ça que nous tissons ces bons rapports de voisinage, de coopération, de rapprochement entre les peuples, d'échanges dans tous les domaines, qu'ils soient culturels, scientifiques. Et c'est là le rôle de la diplomatie. Or, aujourd'hui, si vous parachutez des personnes qui n'ont rien à voir avec la diplomatie, automatiquement, il y a des conséquences fatales, bien sûr. D'abord, c'est les peuples qui payent, et puis c'est la division qui règne. Nassima, comment peut-on parler de la diplomatie quand le premier responsable du Maroc, Mohamed VI, est qualifié par un papier de Marianne, titré Le roi Tlé à la main de fer, et décrit comme étant un homme alcoolique, colérique, qui frappe même ses propres collaborateurs. Donc finalement, ici, on voit bien que finalement, le Maroc ne répond pas aux standards d'un État moderne, mais est plutôt une monarchie moyenâgeuse. Toujours à propos de ça, Samy, on passe maintenant un petit peu, si vous le voulez, au peuple sahraoui qui continue, on le rappelle encore une fois, sa lutte pour son autodétermination. Et je voudrais qu'on insiste une fois de plus sur cette décision de la Cour de justice européenne concernant donc le Maroc. Et le Maroc s'inquiète finalement, le pays est vraiment dans tous ses états. Exactement, parce que le droit international... C'est le Marzan qui est dans tous ses états. Voilà, le droit international est clair et sans appel. Il signifie que le Sahara occidental est un territoire à décoloniser, que c'est un territoire qui est totalement distinct du reste du Maroc, et ce n'est pas des agitations et de sempiternelles provocations qui vont faire changer cette donne qui est le droit international et qui est bien gardée tant au niveau des législations
comme la Cour européenne de justice, mais également au sein de l'ONU. Et on a pu suivre aussi les travaux de la 4e commission de décolonisation qui, somme toute, sont sans appel. Le Sahara occidental est un territoire occupé qui doit être décolonisé via un référendum qui a un droit imprescriptible à l'autodétermination. Et les États qui disent ou qui prétendent reconnaître la souveraineté entre guillemets du Maroc sur le territoire sahraoui violent clairement, d'une manière très claire, le droit international et toutes les conventions C'est des États qui vont internationales. en porte-à-faux du C'est pour droit ça international. que les déclarations faites par le président de la France au sein du Parlement marocain s'appelaient au Maroc, mais ça va à contresens du droit international. C'est un viol clair du droit international que ces États assument. La France est un pays membre Du Conseil de sécurité de l'ONU qui doit appliquer le droit Mais international. il me semble, Faïs, c'est beaucoup plus faire de la provocation vis-à-vis de l'Algérie, alors que c'est pas l'Algérie. L'Algérie, elle est là pour défendre la paix dans le monde, elle est là pour crier à la souveraineté de ces peuples-là, d'ailleurs à laquelle on attribue les titres de mère de paix et la voix des sans-voix. Oui, voyez-vous, par exemple, l'Algérie qui a des relations extrêmement proches avec l'Indonésie. L'Algérie, au nom du droit international, a soutenu le droit imprescriptible du Timor oriental d'avoir son droit à l'autodétermination. Donc finalement, l'Algérie est dans une position logique de soutien inconditionnel du droit des peuples opprimés à accéder à leur indépendance et à leur liberté. Mahdi, finalement, le Maroc a engrangé beaucoup de profits de l'exploitation illégale au niveau de la pêche, etc. Il y a eu une décision de l'Union européenne pour ne pas reconnaître les ressources qui étaient prises par les différentes embarcations de pêche dans les eaux territoriales du peuple sahraoui. Une exploitation illégale, Une exploitation illégale. Donc, moi, je me confère aux décisions de justice internationale et en l'occurrence, la décision de justice est on ne peut plus claire. Maintenant, il est évident qu'il y a un peuple qui souffre, l'Algérie sera toujours à côté des peuples opprimés et qu'on continuera à être à côté des peuples opprimés. Nous sommes tributaires des décisions des Nations Unies. L'Algérie est un pays qui respecte le droit international. L'Algérie n'a pas de vocation à prendre une terre qui ne lui appartient pas. L'Algérie est du côté des peuples opprimés, point barre. C'est dans l'ADN de l'Algérie. L'ADN de l'Algérie est d'être à côté de ses peuples frères parce que l'Algérie a subi également ce traitement. Tout simplement. Pas plus, pas moins. Parce que c'est les États qui veulent investir dans le territoire sahraoui, qui sont effectivement des territoires non autonomes ou à décoloniser, parce qu'il y a beaucoup de prétentions. Les sociétés qui font du lobbying, les entreprises, notamment en Europe et aux États-Unis, quand ils font ça, et vous avez évoqué la décision de la Cour de justice européenne qui interdit, qui a déclaré non illégal les décisions relatives à l'agriculture et à l'exploitation des ressources halieutiques, ces pays violent le droit international, parce que le droit international est très clair là-dessus, et la Cour de justice européenne n'a fait qu'appliquer ce que a dit Mahdi, le droit international. Où on applique et on respecte le droit international. L'Algérie respecte c'est pas l'Algérie, les États qui veulent violer cette loi, parce que quand on est État membre permanent du Conseil de sécurité, on a des responsabilités devant ce droit international. À ce moment-là, soit on le respecte, soit ça sera donc à chacun. Il ne faut pas oublier Gilles Devers, l'avocat qui est en charge de ce dossier à Lyon, est très clair là-dessus. Et aujourd'hui, les procès tombent non seulement sur ce qui est pillé aujourd'hui au Sahraoui, mais les arriérés qui font l'objet aujourd'hui. Gilles Devers, justement, qui dénonce la politique de répression et de violation des droits humains que subissent les Sahraouis, au Sahara occidental, dernière colonie africaine. Tout à fait. Tout à fait. Et il a été clair là-dessus. On a diffusé une de ses interviews sur Algérie 24 News, sur notre chaîne. Et l'avocat, aujourd'hui, est en train de déposer des requêtes auprès du tribunal européen. Et ça ne s'arrêtera pas. Et non seulement sur les affaires qui sont en cours, mais sur les arriérés, puisque il faut quand même pas oublier que aujourd'hui, les Sahraouis ont été
totalement dépossédés. On a pillé leurs terres, on a pris leurs poissons, on ne les laisse pas vivre. Et donc, ça demande justice. Ce n'est pas à la politique de décider, d'accord, du droit international. C'est au tribunal de décider. Il y a des lois et il faut appliquer ces lois. Et on a des avocats qui sont en train de faire appliquer ces lois. D'ailleurs, récemment, Gilles Devert, toujours, hein, il a affirmé que lors des prochains projets, si des sociétés européennes investissent dans les territoires occupés du Sahara occidental, ils pourront être poursuivis directement auprès de la Cour de justice européenne, et même s'il y a à peine 1% d'investissement dans des sociétés ou dans une alliance de sociétés. Oui, le Front Polisario demande d'ailleurs des indemnisations. Voilà, tout à fait. Et dans cette droite ligne, Gilles Devert dit qu'un éventuel chimérique projet d'un gazoduc qui devrait relier le Nigeria à l'Europe via le Maroc tomberait de facto à l'eau. Très bien. Oui. C'est bon ? C'est bon pour le dossier marocain. On passe tout de suite à autre chose. Donc, c'est la 4e édition du Forum de la jeunesse africaine qui s'est tenue cette semaine à Oran. Le rendez-vous a permis de créer un espace de débat et de concertation entre la jeunesse africaine. Faisal. Oui, effectivement. Et là, j'ai le communiqué final de l'Union africaine, écrit en arabe et en français et en anglais, parce que c'est un document très intéressant. On voit que ce 4e forum, abrité par l'Algérie, 600 jeunes sont venus, y compris du Maroc d'ailleurs, ont assisté à ce forum pour évoquer une question essentielle pour les jeunesses africaines, c'est l'enseignement. L'enseignement avec des systèmes d'enseignement souples. C'est un forum qui a abordé une autre thématique, celle de l'investissement, de la participation des jeunes à la décision politique. Je pense que l'Algérie est bien lancée dans ce dossier, puisque maintenant il y a beaucoup de jeunes qui vont participer à la décision politique, notamment à travers le Parlement, parce que les annonces faites par le président Abdelmadjid Tebboune lors de la campagne électorale, il a bien dit que le prochain Parlement, la prochaine chambre basse du Parlement sera constituée de 50% de jeunes. Donc il y a une volonté d'impliquer la jeunesse dans la décision politique, parce que de l'autre côté de la Méditerranée, on dit que les jeunes sont mis de côté, ils ne sont pas impliqués dans la décision politique. La même chose pour les occasions et les opportunités économiques, à travers les start-up, à travers la participation des jeunes diplômés qui créent des entreprises, etc. Et également la question de la santé et du climat. Je pense que ce forum est important parce qu'il permet aussi à l'Afrique, si vous voulez, de retenir ces jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de pays européens, pays occidentaux, qui profitent des formations des jeunes diplômés, des jeunes diplômés dans leur pays, comme en Algérie, dans la santé, dans l'ingénierie, dans toutes les techniques, les sciences techniques, etc. Une fois ce diplôme obtenu, il est pris par d'autres pays, on lui donne toutes les facilités nécessaires et on l'empêchera de revenir à ce pays. Donc il y a une fuite de cerveau qui continue. La fuite de cerveau est une forme aussi de colonisation autrement exprimée. Donc ce débat à Oran, parce que le forum s'est tenu à Oran, le 4e, a permis de poser cette question. Les jeunes, oui, les jeunes africains, ils sont là, ils sont bien formés. On a une jeunesse qui réclame aussi de plus en plus d'autonomie de l'Afrique, de la défense des ressources et des richesses africaines, mais également de participer au développement de leur pays. Je pense que l'Afrique est bien lancée sur ce plan. Alors, je voudrais d'abord rappeler ces quelques chiffres. L'Afrique a la population la plus jeune au monde, avec 200 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans. Nassima, je reviens vers vous. C'est cette jeunesse qui doit faire face aujourd'hui aux enjeux et aux défis du XXIe siècle. Oui, Nouhed, il ne faut pas oublier, il ne faut pas avoir honte de souligner aussi que l'Afrique est malade aujourd'hui. Hein. Donc, ce forum, qui est une première en Algérie, à sa 4e édition, est une opportunité offerte à ces jeunes Africains de lier et de créer ce rapprochement entre les populations et d'être au centre de décision politique et de les faire participer. Faisal vient d'évoquer les différents créneaux dans lesquels il y a eu des débats qui soient économiques et scientifiques. Certes, mais l'implication de ces jeunes dans la prise de décision, dans le développement, dans le rapprochement, moi je pense encore il a un but plus important, c'est de le sensibiliser à tous les dangers qui les guettent de la part des Occidentaux qui, pendant très longtemps, ont pillé les richesses de ce pays.
la nature nous a bien gâtés, toutes les richesses, elles sont dans ce continent-là. Et l'Algérie, pièce maîtresse du bassin méditerranéen, c'est la porte de l'Afrique. Elle peut prétendre être le patriarche de ce continent. L'expérience de l'Algérie en direction des jeunes et les opportunités offertes aux jeunes, qu'ils soient à des postes très importants, il me semble que c'est une aubaine pour ce forum de la jeunesse africaine a appelé à impliquer cette jeunesse dans les décisions, dans la prise de décision. C'est quelque chose que l'Algérie finalement soutient et encourage. Qu'est-ce qui est important pour la jeunesse algérienne? C'est de comprendre d'abord à quoi sert ce forum-là. À quoi ça sert de se réunir en Algérie avec tous ces pays africains? D'abord, pour la jeunesse algérienne, c'est de comprendre que les enjeux de demain sont des enjeux sud-sud. C'est d'amener demain, les plus gros marchés se trouvent en Afrique. C'est une réalité. Et donc, ces forums, ils permettent à cette jeunesse algérienne de rencontrer des futurs partenaires en Afrique. Ça, c'est la première chose. Et de l'autre côté, ce qui est important de souligner, c'est que de montrer à quel point, depuis ces dernières années, le gouvernement a investi fortement sur l'infrastructure qui va permettre ce développement économique pour la jeunesse algérienne et qui va créer de l'emploi. Je pense aux autoroutes qui sont créées, je pense aux chemins de fer qui sont créés en Algérie. Tous ces investissements-là vont servir à créer du business entre Alger et les pays africains. Juste, excuse-moi Fouad, l'Algérie, on va aller dans le sujet même qui est la jeunesse africaine. L'Algérie a encore une fois montré sa disponibilité et sa façon de recevoir tout événement ou organisation qui est pour la réunification d'une Afrique forte. D'accord ? Et la jeunesse en fait partie. La jeunesse africaine est la plus belle des richesses du continent africain. D'accord ? La jeunesse africaine, c'est elle la richesse du continent africain. L'Algérie est un pays jeune, l'Afrique est un continent jeune. L'Algérie a reçu tous les pays africains pour montrer la valeur de ce continent, de ce si beau continent. Nous sommes algériens, mais nous sommes aussi africains. Donc, l'Algérie a su recevoir, a été un hôte très accueillant et j'espère que ce forum réitérera plusieurs fois ces réunions qui ne sont que bénéfiques pour l'Afrique et on devrait en faire une force permanente. Alors justement, il faut savoir, pardon Faisal, il faut savoir que l'Algérie a rejoint ce samedi l'initiative de l'Union africaine qui s'appelle 1 Million Next Level, donc 1 million prochain niveau, qui vise à créer des opportunités d'emploi, de formation et d'enseignement pour les jeunes Africains. Justement, ça fait partie de l'agenda 2063 de l'Union africaine et la diplomatie algérienne a travaillé justement à travers ce forum pour réformer, si vous voulez, la charte de la jeunesse africaine, qui est un document très important. Pourquoi ? Parce que beaucoup de puissances extérieures à l'Afrique utilisent, prétendent, s'appuient sur le fait qu'il y ait du chômage, qu'il y ait un manque d'opportunités d'emploi, d'investissement, etc., pour pousser certains jeunes vers l'extrémisme, vers le radicalisme. On leur donne des armes, on leur donne de l'argent pour déstabiliser leur pays, surtout les pays où il y a beaucoup de richesses comme les pays du Sahel. Donc le but de cette initiative prise par l'Algérie, par l'Union africaine, à travers ce forum, à travers ce débat, est justement d'éloigner la jeunesse algérienne de ces exploitations qui peuvent être nocives, mais également de maintenir les compétences africaines et les capacités africaines en Afrique pour développer l'Afrique à travers ses ressources. Parce que vous savez, et tous les experts le disent, Nouhed, l'Afrique peut vivre sans les autres continents. Parce qu'en Afrique, c'est le continent du futur, et il y a de l'eau, il y a des ressources hydriques, il y a de l'énergie, il y a des terres agricoles, il y a les métaux rares, il y a etc., etc. Et donc c'est pour ça que cette initiative, comme l'a expliqué Mahdi, est intéressante, surtout que l'Algérie est maintenant le plus grand pays d'Afrique, point de vue surface. L'Algérie aspire à devenir aussi une locomotive diplomatique, politique, géostratégique, sécuritaire en Afrique, à travers notamment l'application des jeunes. En fait, il y a toutes les ressources que l'Europe a trouvées pour construire ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Elle en a toujours besoin. Donc les ressources, elles sont là. Et aujourd'hui, il faut que les Africains s'en emparent et que les Africains
développe l'Afrique. En réalité, cette initiative qui date de 2021 vise aussi à créer de nouvelles opportunités pour cette jeunesse africaine, à valoriser les compétences africaines, et notamment dans les secteurs de l'éducation, la formation, et surtout, voilà. Et il faut dire que ce qui s'est passé durant 4 jours à Oran est un événement qui est quand même assez important. Il y a plus de 500, majeur, effectivement. Plus de 500 invités étaient présents, de quasiment une cinquantaine de pays africains. Et il y a eu le temps fort avec le discours aussi du représentant du président de la République, donc le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a rappelé que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a fixé la jeunesse comme étant l'une de ses priorités. Et effectivement, l'Algérie, en qualité aussi de locomotive continentale, prend à 2 bras sa responsabilité historique et accompagne aussi le continent vers un futur de développement et de prospérité. Je voudrais poser une question, Mahdi, pardon, d'ailleurs tu répondras peut-être à ma question. Elle concerne donc tous ces jeunes Africains qui décident donc de quitter le continent, parfois au péril de leur vie, hein, qui cherchent donc à partir absolument parce qu'ils pensent trouver un Eldorado de l'autre côté donc, de la mer, de la Méditerranée, de l'océan peut-être. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour garder justement cette jeunesse africaine? L'Afrique, qu'est-ce qu'elle peut faire pour sauver ses enfants finalement? C'est un secret de Polichinelle de dire que l'Europe est en déclin. L'Europe, aujourd'hui, n'est plus en capacité de donner assez de travail ou de nourrir sa propre population. Et les personnes qui ont immigré à l'étranger ont eu ce constat amer que l'Europe d'il y a 40 ans n'est plus l'Europe d'aujourd'hui. Une vague xénophobe extrémiste est en train de faire des ravages en Europe. Ça a commencé par les pays de l'Est avec la Hongrie. Oui. Et ça commence aussi très nettement en Allemagne et ça commence à se propager un peu partout en Europe. Il faut savoir que les 30 glorieuses, les 30 années glorieuses sont bel et bien finies, terminées, et que les gens, et moi je parle par rapport à ma petite contribution et personne, c'est que le chemin inverse est en train d'être fait. Et ça, il y a 5 ans, je n'aurais jamais pu le dire. Mais maintenant, vous avez un retour des personnes d'origine étrangère vers leur pays d'origine de façon volontaire. Pour participer au développement de leur pays. Pour participer au développement de leur pays, pour participer au développement de leur continent. Et ils sont fiers de revenir chez eux pour développer et pour habiter chez eux. Il y a un ancien proverbe qui dit « N'oublie pas d'où tu viens pour savoir où tu vas ». Donc les Africains, quels qu'ils soient, et peu importe de quel côté de l'Afrique ils sont, ont un sentiment d'appartenance très important Mahdi, pardon. à leur continent et ils veulent revenir chez eux. Oui. Je vais rester dans le même sens. Aujourd'hui, si vous constatez les grandes puissances, elles vont investir où? En Afrique. Oui. Prenez le cas de la Chine aujourd'hui, les milliards de dollars qu'elle a déboursés dans différents pays en Afrique et tout. C'est là où il y a de la valeur ajoutée. Et sauf qu'aujourd'hui, la prise de conscience de l'importance de ce continent, qu'est-ce qu'il couvre comme richesse, qu'est-ce qu'il couvre comme... La plus belle richesse de l'Afrique, c'est sa jeunesse, hein, avant même ses matières premières. Hein. Toutes les nations, c'est les populations. Nous avions une Europe vieillissante. Alors, la moyenne d'âge augmente chaque année et nous avons une Afrique très jeune. Oui, effectivement, pardon Nassima, que je vous ai coupé la parole. Je vous ai coupé la parole. Pour seulement rebondir sur ce que dit Mahdi, et vous-même aussi, vous avez dit quelque chose de très intéressant, cette question d'exploitation des richesses, parce que la Chine en Afrique, ce n'est pas la France ou les États-Unis, notre comportement, ce n'est pas un comportement de colonisateur. Disons que les jeunes Européens, d'abord, fuient un climat toxique en Europe, c'est un climat toxique, à cause de l'extrême droite, etc. Et l'Europe vit effectivement un hiver démographique. C'est beaucoup de populations qui meurent. Et je pense que l'avenir, effectivement, est en Afrique, pour la jeunesse africaine. Et c'est un sujet qu'on pourra encore continuer. Oui, je voulais juste finir mon idée. Effectivement, la jeunesse, comme il vient de l'évoquer Mahdi, la richesse de l'Afrique, c'est sa population, c'est ses jeunes. D'accord, ok. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils s'impliquent, qu'ils soient conscients de l'importance de leur continent. On continue d'en parler, Mahdi. Gardez votre idée, on continue d'en parler tout de suite après la pub.
regardez Hebdo Show, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. On poursuit donc cette émission avec, tout d'abord on a accueilli notre invité sur le plateau, Christophe Roux, rédacteur en chef du Grand Forum sur France Maghreb. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Christophe, comment ça va? Bonsoir Mehdi, bonsoir à tous. Un plaisir de te voir parmi nous ce soir. Merci, un plaisir d'être ici et je tenais vraiment à vous adresser toutes mes félicitations. Je regarde votre émission assez régulièrement et je dois dire que c'était une émission très intéressante en matière de décryptage de l'actualité algérienne, maghrébine, internationale. Donc je suis honoré d'être ici, non seulement dans ce pays qui est la Mecque des révolutions, l'Algérie, une fierté d'être là ce soir. Et je m'appelle Christophe et le passeport vert, il est là. Merci. Eh bien, c'est un honneur pour nous de vous avoir avec nous sur le plateau. Alors, si vous le voulez bien, on va parler maintenant de ce déplacement de Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères en Russie, plus exactement à Sochi, Mehdi, pour participer au sommet Russie-Afrique. Mais écoutez, une réunion bilatérale importante entre deux grands pays, qui est la Russie et l'Algérie. Notre ministre des Affaires étrangères a rencontré son homologue, Ahmed Attaf a rencontré son homologue Sergueï Lavrov avec une délégation importante des deux côtés. Ils ont discuté des échanges commerciaux, militaires, diplomatiques, économiques et, comme d'habitude, une grande amitié entre ces deux grands pays. Quand vous voyez la poignée de main, les sourires et la discussion qu'ils ont entre eux, ben c'est de bon augure pour nos relations bilatérales. Notre ministre des Affaires étrangères a été reçu d'une façon très importante, on va dire, par son homologue. Et c'est de très bon augure pour les relations entre nos deux pays. La Russie a toujours été un allié indéfectible de l'Algérie et l'Algérie restera un allié indéfectible de la Grande Russie. Oui, Pardon, il faut rappeler juste, Mehdi, que la Russie est un ancien partenaire de l'Algérie, ancien ami de l'Algérie. Elle n'a jamais cessé de soutenir l'Algérie dans des actions justes et loyales. Oui. Et donc aujourd'hui, c'est un témoignage encore que la Russie, par rapport à son engagement, ça veut dire et la Grande Algérie aussi n'a jamais, dans les plus mauvaises années de la Russie, n'a jamais laissé tomber son ami. Elle a toujours reconnu la loyauté, la fidélité en amitié a toujours été de mise entre ces deux grands pays. D'ailleurs, Alger et Moscou ont une convergence de vues totale sur de nombreux dossiers internationaux. Et il faut rappeler aussi que lors des entretiens qui ont eu lieu entre Sergueï Lavrov et notre ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, il a été aussi question de la mise en œuvre des conclusions de la visite d'État du président Tebboune à Moscou qui a eu lieu en juin 2023. Oui, parce qu'il y a un partenariat approfondi. Et vous aurez remarqué que le président Poutine, lorsqu'il a envoyé le message au président Abdelmadjid Tebboune après sa réélection, le 7 septembre, il a insisté sur cette question de travailler sur un partenariat stratégique approfondi. Les deux États, effectivement, ont des rapports stratégiques. La Russie, l'Union soviétique a soutenu la guerre d'indépendance de l'Algérie, la guerre de libération nationale. Donc c'est un partenariat ancien et qui se renforce d'année en année, contrairement à ce que disent certains ici et là, comme quoi il y aurait un froid entre l'Algérie et Moscou sur plusieurs dossiers. M. Abdelmadjid Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, a évoqué avec son homologue russe, notamment la question de la sécurisation dans la région du Sahel, la question du Moyen-Orient, etc. Il faut noter aussi, Nouhed, que c'est la première conférence ministérielle de partenariat Russie-Afrique qui se tient donc à Sochi en Russie, parce que la Russie, maintenant que les Occidentaux, l'Europe a tenté de le mettre de côté ou de le marginaliser sur la scène internationale sur la guerre en Ukraine, la Russie est en train de densifier ses relations avec le continent africain, avec le continent asiatique, notamment avec l'Inde, un partenaire stratégique aussi de la Russie. Et notez aussi que l'Algérie, dans ses partenariats, dans ses conférences entre États et Afrique, notamment le sommet Japon, Afrique, l'Algérie était présente, le sommet Chine, Afrique, l'Algérie était présente, le sommet Corée du Sud, Afrique, l'Algérie était présente. Donc, même le sommet États-Unis, Afrique, l'Algérie participe parce qu'elle parle d'un principe, j'allais dire, indiscutable de la relation extérieure de l'Algérie, c'est le principe de la diversification des partenaires. Christophe Roux, attendez, Sami Raidi. Christophe Roux, je me tourne vers vous à présent. Le sommet Afrique-Russie, c'est un sommet stratégique de haute importance, notamment dans la conjoncture mondiale actuelle.
Absolument. Alors, ce qui est intéressant quand on vient d'écouter toutes ces analyses qui viennent d'être faites sur le plateau, c'est que c'est une réponse criante à ceux qui disent et qui rappellent et qui martèlent depuis un certain nombre de temps que l'Algérie serait un pays de plus en plus isolé sur la scène diplomatique. J'ai envie de dire, comme disent les jeunes, lol. Tout est là pour prouver le contraire. La Russie et l'Algérie sont des alliés historiques, indéfectibles. Ils l'ont été, ils le sont et ils le resteront. C'est tout ce qu'on peut dire, je crois, de manière très claire ce soir sur ce sujet-là. C'est évidemment une belle réponse encore à ceux qui veulent encore davantage toucher par quelque manière que ce soit les intérêts de l'Algérie. L'Algérie et la Russie, des amis de longue date, on Absolument. le rappelle. Amis, d'ailleurs, le président Vladimir Poutine a félicité le président Abdelmadjid Tebboune pour sa réélection, pour un second mandat, mais aussi à l'occasion du 1er novembre. 1er novembre, avec des termes forts, en parlant du partenariat stratégique et en revenant sur la signature de ce partenariat stratégique approfondi qui a été signé entre les deux pays. Il faut rappeler aussi que dans cette droite ligne, qu'une série de visites d'officiels russes ont lieu à Alger. La dernière en date est celle du vice-président de la Douma, donc le Parlement russe, et aussi dans le domaine de la défense où il y a eu plusieurs acteurs de premier plan qui ont visité très récemment Alger. Sur le plan aussi continental, les échanges entre la Russie et l'Afrique ne cessent de se consolider ces dernières années. Et l'Algérie sert un petit peu aussi de pays symbole de ce rapprochement entre Moscou et le continent. Les derniers chiffres s'élèvent à 18 milliards de dollars en 2022. Donc on voit bien qu'il y a une courbe ascendante et que ce partenariat ne cesse que de se consolider sur le terrain. C'est très important aussi. Oui. La preuve étant, et l'image est belle entre notre ministre des Affaires étrangères et son homologue russe, ça fait un pied de nez monumental aux fake news qui sont propagées sur les différents réseaux de lobby extérieur pour dire qu'il y a une sorte de friture sur la ligne Moscou-Alger. Oui. Donc les relations entre Alger et Moscou n'ont jamais été aussi bonnes qu'en cette période et elles le continueront à l'être, comme l'a si bien dit notre cher ami Christophe. Et je peux vous assurer qu'elle n'est pas prête de se dégrader. Oui, l'Algérie est un pays qui a un partenariat stratégique sur le plan militaire. Ces 5 dernières années, il y a eu beaucoup de hauts responsables de l'armée russe qui ont visité l'Algérie dans des partenariats de construction commun d'armement, de produits de guerre, d'entraînement, parce que l'armée algérienne participe à des entraînements avec l'armée russe, et ce n'est pas nouveau, parce que c'est vraiment un partenariat, comme l'a souligné Christophe, un partenariat de longue date, un partenariat stratégique qui ne sera pas touché. L'Algérie aussi a des partenariats très puissants avec des pays comme la Chine, qui est en train de renforcer ses relations avec l'Inde, avec des pays comme l'Argentine, comme le Brésil, comme les États-Unis aussi, où il y a un dialogue stratégique. Donc je pense que ceux qui pensent que avec la ligne Alger-Moscou s'est arrêtée, comme l'a souligné Mahdi, ils se sont trompés. Oui, il y a aussi, entre l'Algérie et les pays africains, il y a une haute collaboration, on le rappelle, une collaboration stratégique. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est également entretenu en marge avec ses homologues africains. Parce que l'Algérie, Samy, si vous permettez, l'Algérie est en train de consolider le dialogue dans la région du Maghreb. Contrairement à un pays qui exporte l'agressivité comme le Maroc, l'Algérie a fait un dialogue avec la Libye, avec la Mauritanie, avec la Tunisie. D'ailleurs, il y a un sommet qui va avoir lieu à Tripoli bientôt pour consolider cette discussion intermaghrébine, pour consolider la stabilisation de la région et en plus des autres pays africains, parce qu'il y a beaucoup de responsables africains qui ont visité l'Algérie ces dernières années et ça va dans ce sens de consolidation, d'essayer de trouver des solutions aux problèmes africains entre Africains. Et c'est vrai que l'image était parlante d'elle-même le 1er novembre dernier, où à Alger se sont réunis le président tunisien, mauritanien, sahraoui et libyen aussi, effectivement. Libyen. Donc c'est cette image-là qui montre que l'Algérie est dans une logique de construction, d'alliance pour le bien des peuples de la région. Et de dialogue aussi. Et de dialogue, tout à fait, de dialogue mutuellement bénéfique. Et il faut dire que toutes ces fake news, ces propagandes, quand on suit finalement l'origine, c'est souvent des défenseurs du néocolonialisme, des défenseurs du sionisme, et qui ont intérêt à colporter des informations totalement fausses et erronées.
Très bien, alors on clôt le débat. Nassima, vous avez quelque chose à dire? Oui, non, c'est juste pour dire que la diplomatie algérienne aujourd'hui se lance dans une nouvelle bataille de rapprochement entre toutes les puissances qui souhaiteraient et qui désirent être amis et alliés de l'Algérie. Et ben voilà, c'est une très belle conclusion pour ce dossier. Merci Nassima. Un autre dossier qu'on aborde ce soir, Paris gagné pour Donald Trump, donc, qui écrase Kamala Harris et devient le 47e président des États-Unis. Un mandat 2.0, un Donald Trump 2.0. Le Monde a tout de suite réagi à la victoire du milliardaire américain et il a reçu plusieurs messages de félicitations. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a lui aussi félicité Donald Trump pour son retour à la Maison-Blanche. Le président Tebboune a exprimé, je cite, sa détermination à travailler avec son homologue américain pour promouvoir les relations entre l'Algérie et les États-Unis vers de nouveaux horizons au service des intérêts communs, Mahdi. Écoutez, une nouvelle page s'ouvre entre les relations algéro-américaines. Le président Abdelmadjid Tebboune a félicité son homologue américain pour son investiture. On va avoir de nouveaux horizons. Les relations bilatérales entre les États-Unis et l'Algérie sont qualifiées de bonnes. Donc je pense qu'avec le nouveau président Trump, elles vont encore s'amplifier et aller dans un meilleur sens. Nous attendons de voir. L'investiture, je crois, est prévue pour le 20 janvier, il me semble, ou le 25 janvier. Le 20 janvier. Le 20 janvier, c'est ça, le 20 janvier. Donc voilà, dont acte, le président a fait le nécessaire en félicitant son homologue. Nous attendons l'intronisation de Donald Trump et pour qu'on puisse continuer à développer cet axe Alger-Washington. Oui, Faisal Mataoui, c'est un message important. L'Algérie, finalement, c'est un exemple en matière de diplomatie. Abdelmadjid Tebboune, à travers ce message, fait abstraction des différences de points de vue. Avec les États-Unis, l'Algérie a toujours un dialogue, je l'ai souligné, stratégique qui se tient annuellement. Le dialogue stratégique prend en compte les questions sécuritaires, les questions militaires, la coopération militaire, parce qu'il y a une coopération militaire aussi avec les États-Unis. L'Algérie, à partir du principe de la diversification. Et ce qui est à noter dans le message du président Abdelmadjid Tebboune, c'est qu'il évoque la profondeur des relations d'amitié historiques qu'il y a l'Algérie et les États-Unis. Pourquoi M. Tebboune dit ça? Parce que l'Algérie, les États-Unis et l'Algérie ont des relations depuis l'époque de l'Émir Abdelkader. Et vous rappelez les échanges qui ont eu lieu avec George Washington. D'ailleurs, il y a une ville dans l'Arizona, je pense, l'Arizona, de l'Iowa, qui s'appelle le Kader. Donc, en hommage à l'Émir Abdelkader. Donc, c'était des relations anciennes. Donc, ce n'est pas vraiment des nouvelles relations. Et je pense qu'avec le président Trump, qui a des visions plus claires, il me semble, hein, que son prédécesseur Joe Biden, les relations vont se densifier parce que les États-Unis savent que l'Algérie est un pays stable dans la région du Maghreb, Afrique du Nord, qui a aussi une ouverture sur la Méditerranée. C'est un pays qui a été un exemple dans la lutte contre le terrorisme. Et c'était un pays qui a de ressources énergétiques et l'Algérie souhaite qu'il y ait des investissements directs américains aux États-Unis. Le dialogue stratégique prend en compte l'idée aussi, et vous l'aurez noté aussi dans le message envoyé par le président Biden au président Tebboune lors de la célébration de la fête d'indépendance. Le président Biden appelle l'Algérie à contribuer aussi à trouver des solutions dans un cadre de concertation à des problèmes comme celui du Soudan, de la région du Sahel, etc. Et je pense qu'avec le président Trump, qui est un peu réaliste, qui a compris que, par exemple, il ne peut plus continuer à financer l'Europe dans sa guerre d'Ukraine. Il avait dit, si j'avais été président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Il parle de la guerre d'Ukraine, et qui a donc des visions, je pense, beaucoup plus pragmatiques. Je rejoins Mahdi en disant que, oui, les relations algéro-américaines seront peut-être plus fortes à l'époque de Trump, en dépit de tout ce qu'on dit par rapport à ces choix. Vous rejoignez... Non, je rejoins pleinement Faisal. Les relations entre l'Algérie et les États-Unis sont des relations historiques. Il faut aussi rappeler que l'administration Kennedy avait apporté un soutien franc lors de notre glorieuse révolution, celle du 1er novembre 1954. D'ailleurs, le neveu Kennedy on dit qu'il rejoindrait cette nouvelle administration du président élu, Donald Trump. La relation était très bonne avec la famille Kennedy. Tout à fait. D'ailleurs, Kennedy avait d'excellentes relations avec l'Algérie. D'ailleurs, il faut rappeler qu'une place... Ils ont défendu l'Algérie avant l'indépendance. Avant l'indépendance, il a reconnu l'indépendance de l'Algérie avant même que ça soit proclamé. Et d'ailleurs, Merdi, il y a une place au cœur d'Alger qui porte le nom du président Kennedy. Il faut aussi dire que ces relations entre les États-Unis et l'Algérie peuvent aller aussi très loin et connaître une nouvelle dynamique dans la mesure où le président nouvellement élu Donald Trump a une vision qui est plus isolationniste et qui est finalement
sur les intérêts des Américains et des États-Unis avant tout, donc le fameux America First. Et ça peut particulièrement nous intéresser parce que l'Algérie est le pays pivot dans la région, la puissance régionale par excellence et le 10e pays le plus grand dans le monde. Donc je pense qu'il y aura finalement possiblement une nouvelle dynamique qui peut s'ouvrir. Moi je vais te dire une chose, Samy. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Donald Trump est un businessman. Oui. L'Algérie est un pays qui est sur un essor économique juste exceptionnel. Oui. Donald Trump est un homme qui aime faire du pognon avec son pays. On a un président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui est en train justement de diversifier l'économie de l'Algérie. Nous avons tous les facteurs pour s'entendre. Nous avons entre l'Algérie et les États-Unis, entre deux présidents à nous, et je tiens à le dire, deux présidents qui aiment leur pays, deux nationalistes. C'est très important de le dire. Autant Donald Trump, autant le président Abdelmajid Tebboune. Ce sont deux nationalistes qui défendent les intérêts de leur pays avant tout, parce que Donald Trump et Abdelmajid Tebboune ont des points communs, et un des points communs, c'est celui-ci, c'est qu'ils défendent les intérêts économiques et sécuritaires de leur pays. Remarquez bien les points communs qu'ont ces deux hommes. Donc ils ont tout pour s'entendre. Je pense que l'Algérie est dans une période de croissance exceptionnelle et d'une économie forte, retrouvée, et qu'on a tout pour pouvoir tirer le meilleur profit de notre relation bilatérale avec les États-Unis d'Amérique. On rappelle que l'Algérie est également l'un des premiers États à avoir reconnu la révolution américaine au XVIIIe siècle. Ça nous permet donc de passer à un autre sujet qui est l'Algérie soutien inconditionnel du Liban et de la Palestine, Nassima. Oui, tout à fait. L'Algérie n'a pas cessé de dénoncer les guerres là où elles sont. Et aujourd'hui, on témoigne aussi de la solidarité de l'Algérie par l'envoi d'une équipe de chirurgiens au Liban qui sont arrivés il y a 2-3 jours. Une mission d'urgence. Voilà, une mission d'urgence de 12 chirurgiens qui soient orthopédistes et ophtalmologues et qui sont dispatchés un petit peu dans le sud, de la partie du sud du Liban et Beyrouth. S'ajoute à cela, c'est les 26 bourses accordées aux étudiants libanais par l'Algérie, par le gouvernement algérien, pour la formation de ces étudiants en spécialité de médecine. Donc pour vous dire que l'Algérie, elle a toujours été proche et solidaire des causes justes. Très bien. Alors on rappelle une fois de plus, Samy, avant que vous repreniez la parole, qu'une délégation médicale algérienne est en mission d'urgence donc au Liban. Ils sont plusieurs médecins à être arrivés sur place et qui vont faire plusieurs villes. Il va y avoir une rotation exactement et qui sont donc sur place pour donc soigner les Libanais qui sont donc attaqués inlassablement par l'entité sioniste. Christophe Roux, c'est vraiment une catastrophe maintenant qui touche le Liban finalement. Après Raza, c'est au tour du Liban de souffrir de la barbarie sioniste. La barbarie sioniste n'a fait que montrer finalement son réel visage, que beaucoup ont fait mine de découvrir depuis un an, mais que ceux qui suivent la cause palestinienne et dans cette région, les tensions qui existent et qui persistent, on ne l'a pas découvert le 7 octobre 2023, pardonnez-moi, mais la Palestine, ça fait 75 ans que ça dure. Le Liban a subi plusieurs guerres et subit encore une nouvelle agression. Aujourd'hui, au travers de l'entité sioniste, on a l'impression d'avoir au pouvoir un Netanyahou qui est complètement fou et qui n'a plus aucune raison. Il veut sauver sa peau au travers d'un massacre permanent. J'ai encore vu tout à l'heure, en attendant mon passage chez vous, des images catastrophiques d'enfants encore tués sous un silence international qui est à dénoncer de la plus forte des manières. Et ici, c'est une fierté d'être présent ici, ce soir en Algérie, sur votre plateau, pour rappeler les efforts diplomatiques de l'Algérie, qui est vraiment, on peut le dire, un pays faiseur de paix. Et tout à l'heure, pardonnez-moi de revenir quand vous parliez de Donald Trump et des relations algéro-américaines, il faut rappeler aussi que l'Amérique a toujours aussi ce geste de l'Algérie concernant la prise d'otage de Téhéran en 1979. Oui. L'Algérie a été d'une aide précieuse pour les États-Unis. Je pense que les États-Unis ne l'ont pas oublié et que de toute façon, encore une fois, au travers de ces différents sujets, toutes les fake news
eh bien, sont tout de suite démontées, Et les unes après les autres, quand on voit ce que fait et ce que représente l'Algérie. L'Algérie est derrière le Liban, l'Algérie est derrière Gaza, l'Algérie est derrière tous les peuples opprimés à travers le monde. Oui, Christophe, j'ai une question à vous poser. Vous êtes un homme de radio. Oui, Et on se souvient de vous, en France, lors de votre prise de parole sur « Je ne suis ou je ne suis pas Charlie absolument. Aujourd'hui- C'était une injonction en fait qui nous était faite Vous êtes- à l'époque. ». Tout à fait. Et vous êtes un homme de radio, vous êtes auprès du peuple, vous recevez du monde régulièrement. Aujourd'hui, quelle est la perception, 400 jours après les attaques sur Gaza, du peuple français? Alors, c'est très intéressant votre question parce qu'elle est un peu particulière et difficile à répondre. Si on parle du peuple français, je pense que les peuples à travers le monde sont derrière et en solidarité avec Gaza et avec tout ce qui s'y passe pas depuis un an, depuis maintenant. Parce qu'il faut rappeler quand même que c'est un problème de colonisation dans cette région. Ce n'est en rien un problème de religion, contrairement à ce que beaucoup, y compris des médias et des hommes politiques à travers le monde, essaient de nous faire croire. Mais c'est très intéressant, je pense que les peuples sont de manière inconditionnelle derrière Gaza, derrière le Liban, et derrière toutes ces souffrances, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un paramètre qui est quand même nouveau, c'est les réseaux sociaux, c'est aussi la possibilité d'avoir en instant T, là maintenant, n'importe qui peut prendre son téléphone et savoir ce qui s'y passe à Gaza, à Beyrouth, et partout dans les endroits où c'est compliqué et difficile. Donc vous voyez, il y a cette nouveauté qui est très importante. Par contre, d'un point de vue médiatique et politique en France, je pense que Mehdi connaît bien aussi le sujet comme moi, c'est tout autre chose. On a l'impression quand même d'avoir un personnel politique et surtout un chape de personnel plomb. médiatique J'appelle ça qui la est chape de complètement plomb. soumis au sionisme. Pardon, hein, de voir que dans notre pays, en France, va être organisée une manifestation pour la promotion du Grand Israël, Love Israël, qui aura lieu avec la présence d'un ministre controversé, Smotrich, en France, pardonnez-moi, mais ça, j'en suis pas fier. J'en suis vraiment pas fier qu'il y ait un match France-Israël la semaine prochaine, alors qu'on a mis à peine quelques semaines pour écarter la Russie de toute compétition sportive. Tout ça, ces incohérences et toute cette soumission au sionisme qui commence vraiment, je crois, à énerver profondément ceux qui sont les faiseurs de paix. Moi, je pense que, par exemple, pour aller dans le sens de Christophe, le PSG, qui est un parti, c'est un Exactement. club parisien de foot, vous avez vu ce beau tifo, plus Magnifique. Palestine, magnifique et merveilleux. Magnifique. Mais vous savez, Christophe, que le PSG a décidé de suspendre l'utilisation de tifo jusqu'à nouvel ordre. Ah oui. Donc, vous voyez, là, J'en suis fortement désolé. vous voyez donc le climat de liberté d'expression qui existe dans il est ce pays. restreint, hein. Par Il est rapport- très restreint, de plus en plus. Par rapport à la Palestine, on n'a pas donc le droit parfois de manifester, d'avoir un autre point de vue. Et dans les plateaux, quand une personne Mais, pardon, rappelle les génocides, on lui coupe tout de suite la parole. Petite précision, pardon, avant de vous laisser la parole, c'est que en France, aujourd'hui, clairement, quand on parle Palestine pour un simple message Facebook, la police peut débarquer chez vous le lendemain matin à 6h, perquisition, garde à vue. Et Carrément. on vous condamne ou on vous traduit devant la justice pour apologie du terrorisme. C'est ça la réalité aujourd'hui. Ouais, il y a une véritable Oui, chasse aux sorcières. C'est une véritable chasse aux un sorcières macartisme contre ceux est- qui veulent défendre une cause qui est noble, une cause qui est juste, celle de la défense d'un peuple opprimé, qui est le peuple palestinien Il y a et libanais. un Et véritable c'est pour ça- macartisme qui Absolument. est une chasse aux sorcières. Et moi, ce qui m'a particulièrement choqué, quand on parle aussi de ce deux poids, deux mesures de ces médias C'est un occidentaux et traitement à français, géométrie variable. voilà, c'est l'affaire Rima Hassan qui a été coupée en plein direct alors qu'elle est qu'une députée du Parlement européen. Donc on voit bien qu'il y a une chape de plomb qui n'a plus de limites, qui n'a plus de frontières, si j'ose dire. La chape de plomb Ouais, est il y a liée, je certains- pense, aux propriétaires de ces médias. Il faut savoir qui détient ces médias. Je voulais seulement signaler, si vous permettez, pour aller dans le sens de Nassima par rapport au Liban, il faut seulement rappeler que l'Algérie traite avec l'État libanais. L'État libanais, c'est-à-dire au-delà des compétitions, des divisions, des courants politiques, l'Algérie qui a choisi, donc, qui a des règles diplomatiques, traite plutôt avec les États que par le gouvernement, par devoir de solidarité, parce que le Liban, on a l'impression qu'il est abandonné. Très bien, merci Faisal Mattaoui. On revient dans quelques instants.
Hebdo Show, ça continue pour la dernière partie donc, de cette émission. On continue à parler de solidarité et de défense des causes justes, mais cette fois-ci, on est allé du côté du SILA, où l'on retrouve donc ce genre d'ouvrage. La 27e édition du Salon international du livre d'Alger a ouvert ses portes. Et Nariman Zekar, vous y étiez. Exactement. Bon, tout d'abord, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis ravie d'être avec vous. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aussi. C'est un grand plaisir. Alors oui, j'y étais au salon. Jaloux, m'a dit. Il est jaloux. Ah ben c'est pas grave. T'as dit que vous avez dit que j'étais votre chouchou de toute façon. Oui, voilà. Ah, voilà, c'est bon, c'est permis. Ah oui. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Ce matin, nous avons fait un tour au Palais des Expositions d'Alger où se déroule en ce moment la 27e édition du Salon international du livre et où on a été accueillis en grande pompe par les visiteurs. Bienvenue au SILA Hebdo Show. Marhaba bikoum, le SILA Hebdo Show, mes bons amis et camarades divers et variés. Un petit aperçu de ce qu'on a vu au salon. Alors il y avait énormément de monde, des personnes de toutes les tranches de la société et de tous les âges et qui viennent des quatre coins de l'Algérie et des quatre coins du monde aussi, qui se sont tous empressés ce matin. Et d'ailleurs à partir de... C'était mardi dernier l'ouverture, exactement. Oui, voilà. oui. À partir de mardi dernier, devant les portes du salon. Alors on le sait, le SILA, c'est le rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du livre et de la littérature. Pour vous donner une petite idée de l'événement, le SILA en chiffres, c'est plus de 1000 éditeurs venant de 40 pays et plus de 300 000 titres exposés cette année. C'est un chiffre énorme. Bien sûr, nous sommes allés à la rencontre des participants du salon, notamment du Qatar, invité d'honneur de cette édition. Regardez. بداية معكم الأستاذ بدر علي محمد من دولة قطر. طبعا بداية نشكر الجمهورية الجزائرية في استضافتنا لهذه السنة في معرض الجزائر 2024 والحمد لله لقينا جمهور كثير في الجناح وطبعا الهدف من مشاركتنا تبادل الثقافات يعني العربية ولقينا يعني جمهور ممتاز يعني. Donc le Qatar a vu les choses en grand pour cette 27e édition du Salon international du livre avec un immense stand et beaucoup d'activités et d'ateliers annexes. On se pose d'ailleurs la question, pourquoi l'Algérie a-t-elle choisi le Qatar comme invité d'honneur cette année ? Parce que le Qatar est un... Motaoui, je rappelle que vous faites partie de l'équipe de communication de ce salon C'est pour ça que je vous pose cette question à vous. Je serai peut-être moins objectif. Mais disons que l'Algérie a de très bons rapports avec le Qatar. Le Qatar est un partenaire stratégique pour l'Algérie en matière politique, économique, etc. Le président Tebboune a déjà visité Doha, l'émir du Qatar a visité aussi l'Algérie. Je pense aussi qu'il y a aussi des projets stratégiques en matière culturelle, parce que le Qatar est un pays qui est en train de renforcer sa coopération culturelle, d'abord avec un pays comme l'Algérie. Il pourrait avoir des coéditions de livres, il pourrait y avoir des coéditions, ça veut dire que des livres algériens paraissent à Qatar et partent vers l'Asie, avec des mouvements de traduction. Donc il y a toute une vision pour que cette coopération culturelle s'intensifie. En plus, dans le stand que vous avez visité Nariman, vous avez vu le monde qu'il y avait, des gens qui sont venus à la rencontre d'auteurs, d'artistes, etc. Et le Qatar a mis vraiment le paquet dans cette participation à ce Salon international du livre d'Alger pour confirmer les bonnes relations politiques entre les deux États. Donc coopération bilatérale culturelle, mais également rapprochement entre les deux peuples, algériens et qataris, Nassima. Tout à fait. Cette initiative, le fait que le Qatar soit cette année l'invité d'honneur a connotation politique. C'est une manière à travers la culture qu'on rapproche les peuples, de les faire connaître davantage. Et je crois que le Qatar, il ne faut pas oublier, qu'a un rôle principal au niveau des pays de la sphère du Golfe. Et l'Algérie, grand pays de l'Afrique, les deux entités, je dirais, bien sûr, fusionner les efforts, qu'ils soient d'ordre économique, politique et culturel, créeront une force inévitable. Une telle opération est aussi un succès pour le soft power algérien qui va être connu non pas qu'au Qatar, mais aussi dans toute la région.
du Moyen-Orient. Et comme l'a dit Nassima, ça va permettre de rassembler davantage les peuples, de les faire connaître aussi davantage. Et c'est vrai que le ministre de la Culture du Qatar a fait spécialement le déplacement pour l'inauguration de cette 27e édition du SILA. Christophe Roux, s'il vous plaît, je voudrais vous poser une question en tant qu'étranger, en tant que Français. Est-ce que vous entendez parler de ce salon international du livre d'Alger? Alors, en France, non, pas vraiment. Et ce qui est bien dommage, parce que j'ai pu y aller pour voir un petit peu comment cela se faisait. Et franchement, il y a un engouement, et ça c'est vraiment aussi très intéressant à constater, un engouement de ces Algériens qui viennent rencontrer justement, essayer de connaître un petit peu, de s'apprivoiser avec cette culture littéraire. On l'a dit quand même, c'est la présence de plus de 1000 stands. C'est la présence d'un allié aussi, et je pense que Madame le rappelait très justement politiquement, les bonnes relations entre l'Algérie et le Qatar font qu'aujourd'hui aussi, au travers de ce salon, on fait aussi un peu de politique et c'est de bon augure. Et le ministre, effectivement, qatari qui a fait le déplacement. Et donc c'est une très grande réussite, un salon très réussi qui a... Je pense que tout le monde, peut-être pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, c'est gratuit. D'ailleurs, ça continue. Ça a été inauguré mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, ça fait plaisir de voir que les Algériens aussi aiment leur culture et essaient de s'ouvrir à davantage aussi au travers du livre. Et c'est très important de le signaler. Oui, et j'ai remarqué, Christophe, que ce matin, par exemple, nous étions dans un débat avec des auteurs mauritaniens. La Mauritanie est aussi un pays avec qui on est en train de renforcer les relations. C'est la première fois que ce débat a eu lieu en Algérie. C'est la première fois qu'on a évoqué la nécessité d'un mouvement littéraire de traduction entre les deux pays. La Mauritanie est connue comme le pays d'un million de poètes. Il y a eu aussi un débat très intéressant, Nariman, avec les Qataris sur le patrimoine. Parce que la question du patrimoine, vous savez, est importante surtout pour nous. Le Qatar vient de créer un centre des archives donc à Doha, et il y a une possibilité de coopération avec le centre algérien des archives, au-delà des mouvements de traduction, d'échanges entre les universités, etc. Parce que le soft power évoqué par Samy passe aussi par ça. Nariman, le SILA, c'est l'événement de l'année pour les éditeurs aussi. C'est l'événement de l'année pour les éditeurs et c'est aussi un vecteur de diplomatie culturelle comme vous étiez en train de l'évoquer. On a fait un tour chez nos chers éditeurs nationaux. On a vu Barzakh, Kasbah, Shihab et notamment l'ANEP Édition, premier éditeur public en Algérie et participant incontournable du SILA depuis ses débuts. Faisal Montaoui, lire pour triompher, c'est d'ailleurs le slogan de ce salon. Quelle est l'importance selon vous de cette 27e édition du SILA, en sachant que cette année, cette édition se déroule dans un contexte assez particulier? Particulier parce que l'Algérie célèbre le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, d'où lire pour triompher, parce que la lecture est importante aussi pour l'émancipation des peuples, de la lutte contre le colonialisme, etc. Effectivement, vous avez évoqué beaucoup d'éditeurs, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a aussi l'ENAG, un autre éditeur public, et le secteur de l'édition est également un secteur économique important, parce qu'il faut penser aussi aux livres scientifiques, aux livres techniques, aux livres universitaires. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent des autres régions du pays pour donc acquérir ces livres. Et le salon est réellement un grand rendez-vous culturel. Et aujourd'hui, par exemple, on a vu un engouement très très important. Personnellement, je ne m'attendais pas à ça. C'était un auteur saoudien qui s'appelle Oussam al-Muslim et qui paraît qu'il est là, c'est un best-seller. Ces livres, c'est des best-sellers dans le monde arabe. Il a vendu pour plus de 600 000 titres ces derniers temps. Et donc, quand il est venu, donc, il y avait beaucoup de monde qui faisait la chaîne, si vous voulez, la chaîne en guillemets, la file indienne devant la porte. Et c'est tant mieux que les jeunes, il y avait beaucoup de jeunes qui font ça, qui font donc le fil indienne pour acheter un livre. En parlant justement de ces fameux ouvrages, le conseiller des éditions ANEP nous a fait une petite liste des must-have de l'année 2024. On l'écoute. L'ANEP a toujours été présente avec le salon et sur le terrain du livre, dans le champ de l'édition. Pour 2024, pour la QV 2024, nous avons 2 ouvrages. Le premier ouvrage, c'est un ouvrage purement d'histoire. Il est signé par la docteure Karima Aïd Dahman.
universitaire et chercheuse. C'est une linguiste. L'ouvrage, c'est les crimes de la France en Algérie entre 1830 et 1847, donc les premières années de l'occupation. Et Madame Aïd Dahman, son travail, elle se concentre sur les massacres durant ces premières années et surtout le discours en tant que spécialiste, escalité, elle se penche sur le discours qui a accompagné ces massacres, qui a décrit ces massacres. Le deuxième ouvrage, c'est un ouvrage que je considère comme, que je classerai comme historique, même si son titre ne le dit pas. L'ouvrage, c'est Couscous, racines et couleurs d'Algérie. Parce que Madame Yasmina Sellam, qui signe ce livre, qui est aussi universitaire et chercheuse, en fait, elle remonte aux racines du couscous. Et quand je dis elle remonte aux racines du couscous, en tant que chercheuse universitaire, elle a fait un travail de recherche. Donc elle s'appuie sur une documentation, sur des travaux de recherche précédents pour montrer, document à l'appui, que les racines du couscous sont en Algérie. Sonore qui apparemment le livre sur la révolution parce que ça parle de la mémoire. La mémoire, c'est l'héritage pour les populations et c'est ce qui va rester après avoir tout perdu. Et l'importance de l'écriture, c'est ce qui va rester pour les générations futures qui vont faire subsister notre identité, notre révolution et les paroles s'en vont et les écrits restent. Madame Kalima Aïd Dahman, Nariman, si vous permettez, Madame Kalima Aïd Dahman a fait un livre très important. Il me semble, aux éditions Oui, c'est le livre qui vient d'être évoqué. Évoqué par Hassan Gharab, c'est les crimes de la France en Algérie entre 1830 et 1847. Cette période est très importante. C'est la période des résistances populaires. Parce que les plus grands crimes coloniaux ont été commis durant cette période. C'est tant mieux que maintenant que nos écrivains, que nos chercheurs, historiens commencent à s'intéresser à cette période parce qu'elle est importante dans l'histoire de la colonisation française en Algérie. Outre l'aspect commémoratif des 70 ans du déclenchement de la guerre de libération nationale, d'autres axes ont été mis à l'honneur, notamment l'axe mémoriel, mais également l'axe patrimonial avec des ouvrages divers. Plusieurs visiteurs sont d'ailleurs venus à la recherche d'ouvrages très précis concernant le volet patrimonial, notamment le patrimoine culinaire. Regardez. Alors bonjour tout le monde, c'est Stéphane et Racha Belaïch. Nous Salut. sommes les propriétaires du restaurant Dal Babazoun, restaurant traditionnel algérois. Nous sommes aujourd'hui avec vous aussi là pour constituer une collection de livres qui parlent de la culture algérienne, de la cuisine algérienne, de l'histoire de l'Algérie, afin de pouvoir les exposer dans notre restaurant et de les mettre à disposition de nos clients pour qu'ils puissent profiter et consulter ces livres en prenant un petit thé avec un petit macro algérois. Très sympathique. Et du coup, je vous disais... C'est une très très belle initiative. Bravo à eux, franchement. Très belle initiative, exactement. Le restaurant est à Babazoun, c'est ça? Oui. Ça s'appelle Dal Babazoun. Je vais y aller. On nous a invités, on m'a invité moi, à Non, titre mais pas toi, personnel. moi je vais y aller. Vous voulez venir? On ira ensemble. Ça va, on ira ensemble faire. Je lui ai dit que c'est ma chouchou. Non, je vais y aller moi, tranquillement. Et... En somme, c'est allier l'utile à Vous allez l'agréable. prendre un morceau algérois. Voilà. Exactement. Non, mais franchement, l'initiative Excellent. est à souligner et bravo à eux, bravo à ce couple. Je vous le disais tout à l'heure, 40 pays participent à cet événement qui constitue finalement un espace d'échange intellectuel et une tribune qui permet aux voix étouffées en Occident de s'exprimer librement en Algérie. Je parle là des défenseurs des causes justes, notamment de la cause palestinienne et de la cause sahraoui, mais aussi de ceux qui défendent une lecture alternative des transformations actuelles sur l'échiquier mondial. Je pense que vous serez tous d'accord de dire que le SILA reste une tribune pour les esprits libres du monde entier, n'est-ce pas Christophe Fro? Absolument, ça a été évoqué à plusieurs reprises et moi pour m'y être rendu, j'ai pu effectivement le constater. C'est un endroit où chacune et chacun peut s'exprimer, que ces pays peuvent exprimer aussi ce qu'ils ont à proposer aux lecteurs. Et au-delà des différents domaines de lecture, il y a le domaine, et je pense que c'est très important pour tout Algérien qui se respecte, le domaine historique.
Et là, je crois qu'il y a de quoi trouver, si je ne dis pas de bêtises, des choses qui peuvent intéresser le public algérien. C'est encore une fois à souligner, c'est une belle réussite culturelle que ceci-là, avec, on le voit, un engouement, et j'insiste là-dessus parce que je l'ai vu de mes propres yeux vus, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien cet engouement de ces Algériens qui étaient là en masse et très nombreux pour participer à cette nouvelle édition. Et aussi là, il y a 3 espaces, Naliman, espace Afrique, où il y a des débats sur l'Afrique. On parlait tout à l'heure de la jeunesse africaine, où il y a eu beaucoup d'auteurs qui sont venus de Côte d'Ivoire, de Togo, de Guinée et d'autres pays pour parler. Et le débat s'est concentré sur l'idée de décolonisation, décoloniser l'histoire, décoloniser l'esprit, l'écriture, la littérature, mais également renforcer la circulation, la libre circulation du roman, du livre africain, interafricain, parce que parfois, pour lire un roman ivoirien ou togolais ou kenyan, on passe par l'Europe pour l'avoir traduit par les maisons d'édition européennes. Il y a aussi un débat très intéressant avec Saïd Bouamama, qui est un sociologue excellent sur les génocides à Gaza, parce qu'effectivement c'est un... Investigation. Absolument. Et c'est des débats que vous ne pouvez pas trouver dans des salons en Europe ou ailleurs. Il y a une grande foire de livres à Francfort, mais vous aurez... ce débat n'aura pas lieu là-bas. Donc ce débat sur la Palestine, sur le Liban, sur la cause sahraoui, sur le patrimoine, parce qu'il y a un débat très intéressant, sur le rapport entre le monde arabe et l'Afrique, parce que certains veulent séparer le monde arabe de l'Afrique. Une partie des pays arabes se trouve en continent africain. Donc ces débats... Il y a quand même un débat intellectuel très intéressant, au-delà des visiteurs de l'achat de livres. Absolument, d'achat et de débat. Samir Qaïdi, les Algériens n'ont pas peur d'écrire et de parler de ces sujets qui fâchent en Occident. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui m'a particulièrement touché, c'est de voir toute cette jeunesse animée d'un esprit d'ouverture et qui est venue en masse dévorer des livres. L'Algérien est un lecteur finalement engagé qui n'a pas peur de défendre jusqu'au bout de ses ongles ses positions nobles en faveur des causes justes et des peuples qui souffrent. Alors notre peuple aussi est profondément amoureux de la culture. On a pu voir tous ces jeunes lire dans différentes langues, en arabe, en anglais, en tamazight. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se mettent à lire en anglais. Voilà, et tout à fait. Il y a un véritable sur le turc aussi. Voilà, il y a un véritable engouement. Et les Algériens aussi se rendent aussi en masse pour se réapproprier fièrement leur culture, leur civilisation. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est aussi le nombre important de jeunes qui se sont rendus auprès de Mohamed Domir, cet historien, pour acheter son ouvrage. C'est une bonne nouvelle en fait. Voilà, une excellente nouvelle. La jeunesse qui s'instruit ne peut être que de bon augure pour la suite. Voilà, et fièrement, et on voit que notre peuple et sa jeunesse se réapproprient sa culture, sa civilisation, et c'est un signe qui est extrêmement encourageant. Il y a aussi une chose, et là je prends à témoin un membre du SILA, membre de la communication du SILA, Si Faisal Metawi, c'est qu'il faut rendre hommage à l'Agence nationale d'édition et de publicité, l'ANEP, et son PDG, M. Kamel Erlem, pour le travail fantastique qu'ils ont fait, en termes de choix, en termes de superficie, en termes de moyens techniques, en termes de moyens humains, en termes de moyens financiers. Ils ont mis le paquet pour que ceci-là soit une réussite. Et de mémoire, je n'ai pas vu de salon aussi bien structuré, aussi bien fourni et aussi bien aménagé. Donc, rendons à César ce qui appartient à César. Un grand bravo à notre agence nationale d'édition et de publicité et à son PDG pour le travail qui a été impressionnant et qui est pour l'instant un succès franc et massif. Bravo. Il faut aussi savoir dire quand les choses se passent bien, il faut savoir aussi le reconnaître et il faut aussi féliciter les personnes qui ont souffert pour tout ça, parce que préparer un salon de cette taille, de cette ampleur, avec le nombre, il y a plus de 50, d'après Dalimen, 50 nationalités différentes, c'est un travail colossal qui dure plusieurs mois en termes de préparation. Donc bravo à l'équipe de l'ANEP, bravo à toute l'équipe de l'ANEP et en l'occurrence son PDG. L'ANEP est un éditeur public qui chapeaute, Mahdi, le prix national du roman, le prix SHBAD depuis plusieurs années. C'est un concours très important pour le roman algérien.
Il est organisé, je pense, à la fin juin. Et l'ANEP aussi, son catalogue, m'a dit, est un catalogue très, très, très varié. Vous pouvez trouver du livre de l'histoire, du livre pour enfants, de la bande dessinée d'art. L'ANEP est le seul éditeur qui édite des bandes dessinées sur l'histoire. Justement, Mais, j'allais en quelque parler chose qui m'a avec marqué, vous. excuse-moi Nalimane, quand, Oui. quand je vois les images, quelque chose qui m'a remarqué, c'est même les décors qui reflètent notre patrimoine national, avec des décors qui ont été faits en Zlidj, avec des décors qui ont été faits avec de la signalétique de l'ANEP un peu partout et des filiales de l'Agence nationale d'édition et de publicité, avec un tapis rouge. Le tapis rouge est symbolique dans le domaine de la culture. Ouais. Donc il y a un travail qui a été fait et un travail raffiné qui a été fait. Et c'est pour ça que ça a été un franc succès et que c'est encore un franc succès, parce que justement, des moyens ont été mis à la disposition, et pas que des moyens financiers, mais des moyens humains, techniques et d'organisation ont été mis pour que ce SILA et artistique, pour que ce SILA soit un succès franc et massif. Même en termes de transport, Eric, il y a toute une logistique C'est vrai, qui a il y a été eu toute mise, une logistique qui a été mise en place. Mais Voilà, pour que c'est les- bien fait. pour que les Algériens puissent se rendre aussi là. Nous l'avons démontré à plusieurs reprises sur ces 4 ou 5 dernières années. Nous savons recevoir. L'Algérie est un pays ouvert. L'Algérie n'est pas un pays fermé, loin de là. La preuve en étant encore plus de 50 nationalités qui sont présentes. À Oran, on a su recevoir. Ici, on a su recevoir. Le GNL, on a su recevoir. Les pays arabes, le traité des pays arabes, on a su. L'Algérie sait recevoir ses amis. C'est recevoir ses invités. L'Algérie est un pays où les Algériens sont chaleureux et ils sont accueillants. Oui, Christophe Rowe. Bienvenue. Christophe Rowe voudrait intervenir. Christophe Rowe voudrait Je intervenir. disais, pour faire écho à ce que vient de dire Mehdi, c'est que j'en suis témoin. L'Algérie sait recevoir. Quand on est là, on s'y sent bien. C'est la première fois que je me rendais dans la capitale algérienne. Et pourtant, ça fait un certain nombre d'années que j'évoque et que je parle de l'Algérie, parce que son histoire, sa culture. Et pour ne rien vous cacher, je suis aussi un peu marié avec l'Algérie. Ah oui, forcément, ça aide. je connais l'épouse de Christophe. Oui, et Voilà. c'est une vraie DZ dans l'âme et c'est une vraie DZ sur les papiers. Et croyez-moi que c'est une vraie DZ dans l'âme. Donc ça aide un petit peu. Et effectivement, j'ai pu constater, et j'en suis témoin, que l'Algérie sait recevoir et que le peuple algérien, et tous ceux qui d'ailleurs sont venus ici, le premier mot qui revient, c'est l'hospitalité, la générosité. Vous êtes incroyables les DZ. Tu en fais partie, tu es aussi algérien que nous, je te rassure. Autre Écoutez, chose vous me laisserez finir. très important, Nalimane, et je te coupe, moi j'ai des amis qui sont partis et qui avaient peur, quand ils sont partis avec leurs enfants. Donc ils ont eu un peu peur que leurs enfants soient agités. Là. Il y a un espace qui est dédié aux enfants. Justement, Aussi là. vous me aussi laisserez là. terminer sur, Voilà. sur l'intérêt de la jeunesse Bravo à eux pour l'organisation. pour la littérature. Alors, à l'ère du numérique et des intelligences artificielles, il est un peu plus difficile D'intéresser la jeune d'intéresser génération, la nouvelle génération. Justement, qu'a-t-il lieu de faire pour inculquer la valeur du livre aux jeunes générations? Vous parliez tout à l'heure de la BD. Oui, pour continuer aussi, et pour répondre aussi à votre question, Mahdi, le SILA, c'est 23 000 mètres carrés, c'est 300 000 titres. Donc, selon les experts, notamment de l'UNESCO, le SILA, le Salon international du livre d'Alger, est parmi les 5 premiers salons au monde, du point de vue de la participation et de la présence d'auteurs, etc. Il y a beaucoup d'auteurs qui souhaitent venir. Et par rapport à la jeunesse, oui, la jeunesse, c'est un défi. On parlait déjà depuis le début de l'émission sur ça. Et il y a beaucoup de maisons d'édition, notamment algériennes, qui font un travail colossal justement pour intéresser la jeunesse à la lecture. Parce que contrairement à l'idée reçue, c'est que les jeunes ne lisent pas. Les jeunes lisent quand il y a un livre qui est bien fait, quand il y a de la bande dessinée, quand il y a de la couleur, quand il y a des titres. Il faut les attirer. Parce que le livre, c'est aussi du marketing, c'est de la promotion, c'est de la communication. Faut une nouvelle approche, des nouvelles Faisal, approches, une nouvelle etc. approche. Pour que les jeunes lisent. Et bien sûr, et Nouhed l'a souligné, effectivement, on a constaté ces dernières années beaucoup d'intérêt pour la langue anglaise. Beaucoup d'intérêt. Les jeunes viennent de demander des livres en anglais. Il y a de moins de lectorat en français. Peut-être que c'est parce que 70% du contenu d'Internet dans le monde est en anglais. Mais cet intérêt pour les langues étrangères est intéressant parce que c'est comme ça qu'on s'ouvre davantage sur le monde. D'ailleurs, Faisal, on peut dire que un tel salon est un démenti à tous ceux qui disent que la jeunesse n'est pas du tout intéressée à la lecture et qu'elle serait beaucoup plus animée par les réseaux Dans sociaux. les images, vous voyez, Voilà. qui sont dans les stands. Oui. La plupart, c'est des jeunes. Les images parlent d'elles-mêmes. Et un autre point, je pense que ce salon, donc le SILA, est un des premiers en Afrique aussi.
Le premier, Ouais, le premier dans le monde arabe. Et en Méditerranée Voilà. aussi. Et, C'est important à souligner. la première édition, pour prouver la valeur du peuple algérien, la première édition il y a 27 ans, Oui. en 1997, en plein terrorisme. C'est un défi à l'époque. Ouais. C'était un défi. Il faut savoir qu'en 1997, les intellectuels étaient assassinés, lâchement assassinés, étaient poursuivis, étaient menacés. Donc, un pied de nez terrible au terrorisme barbare de l'époque. Symbole de Et résistance. c'est un symbole de résistance qui perpétuera l'âme des personnes qui sont décédées pour leurs idées et pour l'Algérie forte. Bravo à eux, et voilà. Parce que la culture, Mahdi, c'est la culture qui sauve. Lorsque Nassima nous disait tout à l'heure que la culture, c'est tout ce qui reste lorsqu'on aura tout perdu. Et effectivement, dans les années 90, les artistes algériens qui on doit rendre hommage, l'orchestre symphonique d'Alger, les auteurs, les éditeurs, qui étaient menacés et tués. Tahar Djaoud, il est un écrivain romancier qui a été parmi les premières victimes du terrorisme. Exactement. On luttait Des contre journalistes, l'obscurantisme. des journalistes aussi. Moussa Alioune, qui ont perdu la vie pour écrire, pour donner l'information aux Algériennes et aux Algériens. Donc ceci-là aussi C'est un hommage pour eux. est un hommage profond pour eux et ils en font partie et ils sont eux aussi défendeurs de cette belle image qu'est la nouvelle Algérie avec ce salon international de... C'est le moyen, Très bien. moi je pense que Un la dernier mot pour vous, culture Nassima. aujourd'hui, c'est le moyen de résister à toutes les menaces. Exactement. À toutes les menaces, voilà. Pour, Christophe Roux, je vais vous laisser le dernier mot de l'émission avant C'est de... vous l'invité d'honneur, Christophe. Ah bah, écoutez, d'abord, Avant de pour vous clôturer remercier, et encore une fois, j'ai pu constater ici, en étant présent, la qualité de vos échanges, très intéressants, et je pense que les téléspectateurs s'en rendent compte, puisqu'ils sont de plus en plus présents chaque semaine. Bravo à vous pour le travail, et puis merci pour votre invitation, et dès que possible, je reviendrai vous voir avec le plus grand plaisir. Et Tahia Jazer. Tahia Jazer, vous êtes en tout cas le bienvenu, Tu es Christophe ici chez Roux. toi, Christophe. Je rappelle que Merci, vous merci êtes à tous. rédacteur en chef à France Maghreb 2. Mesdames et messieurs, merci à vous donc d'avoir été avec nous. Chers téléspectateurs, Merci merci. Mourad pour cette 15e édition. Cette 15e émission, de Hebdo effectivement. Show algérien. Effectivement. Merci à vous de nous rester fidèles. Et n'oubliez pas, Hebdo Show Plus, c'est notre nouveau magazine hebdomadaire. Vous avez rendez-vous avec nous le mardi à partir de 22h.